Bonjour amis et amis Facebook, YouTube, Diallo et autres, WhatsApp. Alain Dũng, je suis vraiment aujourd'hui très heureux. On est le mercredi 2 juin 2021 à Boulogne-sur-Mer. Donc je ne sais pas si on voit la mer. C'est pas prévu, voilà, hein, un petit peu la mer. Ah, on peut pas vraiment trop tourner, je vais tourner là. On voit notre ami aussi, Bernard, qu'on a fait quelques vidéos déjà. Mais qu'on n'aura pas trop de temps aujourd'hui, n'est-ce pas Bernard? Voilà, nous sommes au deuxième étage d'un bâtiment face à la mer et aujourd'hui c'est un temps magnifique. Il n'y a pas beaucoup de baigneurs et autres, etc. Mais un temps magnifique, voilà. Je regarde l'appareil. Jacques Delattre. Il y a quelques temps, j'ai pu découvrir un légume magnifique, on en parlera tout à l'heure. Mais l'importance dans le premier chapitre, c'est de présenter Jacques Delattre. Une figure bonne figure du paysage du Nord. Voilà. Présente-toi, s'il te plaît, Jacques, pour nos amis respectifs, s'il te plaît. Eh bien, bonjour donc à tout le monde. Hein, merci hey. Alain. Je suis donc... en fait, je suis un ancien agriculteur. C'est ma première qualification. J'étais agriculteur dans un endroit un peu particulier puisque j'étais exploitant au Cap Griné. C'est là où ça? Le Cap Griné, c'est le pays qui est le plus au nord de France, le plus près de l'Angleterre. Puisque de chez nous, on peut voir la couleur des champs de colza qui sont en face chez les Anglais, à l'œil nu. On voit les phares des voitures le soir, il y a 28 km. C'est aussi le Cap Griné, c'est un endroit de croisement de bateaux très important, puisque tout le trafic maritime qui monte vers les grands ports de la mer du Nord, c'est-à-dire Dunkerque, Anvers, on va dire Bremerhaven, Rotterdam et le grand port allemand, Bernard il va me le rappeler, il me l'a dit hier. Enfin bon, tous les grands ports, les 5 ou 6 plus grands ports européens sont à 4-5 heures de bateau d'ici, quoi. Et donc au Cap Griné, on voit passer tous les jours, enfin, on dit qu'il y passe 600 bateaux par jour, 700 bateaux par jour, 300 montants sur le rail montant côté France et 300 descendants sur le rail descendant côté Angleterre, plus une centaine de bateaux traversants. Ce sont principalement les ferries de Calais qui font Calais-Douvres. Et puis aussi tous les pêcheurs de Boulogne, puisque Boulogne qui se situe 20 km en dessous du Cap Griné, côté ouest, côté Manche. Boulogne étant le premier port de pêche français avec environ 130-140 bateaux qui partent, je ne vais pas dire tous les matins, mais quand même tous les jours. Il y a beaucoup d'allées et venues de pêcheurs, de petits bateaux de pêcheurs devant Boulogne. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Ce détroit du Pas-de-Calais, je ne vais pas me focaliser là-dessus avant de me présenter, mais ce détroit du Pas-de-Calais qui fait passer tous les jours dans ces 600 ou 700 bateaux une trentaine de porte-containers qui font plus que 360 mètres de long, hein, c'est-à-dire des véritables monstres. Et tout ce petit monde-là doit conjuguer ensemble, naviguer ensemble, sans trop s'entrechoquer ni se disputer, la voix. Et les uns parlant anglais en général, les autres parlant plutôt français, mais je dirais même boulonnais. Qui est un langage à nous. Bon, donc je reviens à ma personne. Oui. Je suis donc né agriculteur au Cap Griné, dans une ferme qui a été cultivée par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents. 5 générations. Je crois qu'on est là à la 5e génération. 5e génération. Oui. Depuis 1800... Depuis 1908. 1908. Oui, mon grand-père s'est installé là en 1900. Depuis 1900. Mon arrière-grand-père l'a acheté en 1900. Et cette ferme, elle a évolué un peu en surface, un peu avant la guerre, par des rachats, par mon grand-père, je crois. Mais depuis la guerre, il y a 97-18 hectares et elle n'a jamais beaucoup évolué. Elle n'a pas grossi ni maigri, puisque nous, on n'a pas de risque immobilier par des grandes villes voisines, on est plus
protégé, voire super protégé par des mesures environnementales parce qu'on est sur le littoral. Mais on a quand même devant nous le tourisme qui est très conquérant. Mais le paysan étant un homme qui ne vend pas, en général, son bien, c'est une côte qui est restée très verte, très naturelle, parce que comme elle était très occupée par les agriculteurs, elle est restée très protégée par les agriculteurs. Donc il y a du tourisme certes, mais il n'y a pas eu d'exploitation éhontée de notre côte pour faire de la construction outrancière, quoi. Donc pour parler de l'exploitation, c'est une exploitation de production végétale, on y produit du blé, des betteraves sucrières, du lin, de l'orge, de l'avoine, des févroles, qu'est-ce que je vais dire encore, des pommes. Alors on a une production particulière au Cap-Griné qui est la pomme de terre de Plan. On en parlera tout à l'heure parce que... Ce sera le sujet principal dans le deuxième chapitre. Oui. Et pourquoi du Plan au Cap-Griné? Parce que la pomme de terre de Plan, en fait, c'est la lutte, c'est une production dans laquelle on lutte contre la dégénérescence qui est propagée par les pucerons verts qui viennent piquer les pommes de terre et leur inoculer des virus. Jacques, si je peux me permettre, c'est raconter ta vie, il n'y a pas que l'agriculture. Je pense qu'il faudrait que tu insistes aussi sur toutes tes responsabilités que tu as eues dans le monde agricole, dans le monde associatif et notamment avec les liens que tu as eus avec l'Afrique. C'est important. Oui, tout à fait. Je termine sur ma présentation agricole. Donc, sur la ferme, on fait beaucoup de production végétale, et dont une production particulière, la pomme de terre de Plan. Mais pour dire aussi que dans mon village, qui est un village particulier, puisqu'on est dans la mer, hein, c'est une presqu'île, on produit toutes ces cultures-là, plus de la chicorée à café, par exemple. On produit, on produit des petits pois, on produit toutes les cultures qu'on rencontre en général dans le nord de la France. Bon, Bernard disait que je dois aussi présenter les responsabilités professionnelles que j'ai pu avoir. Ben, moi, j'ai repris l'exploitation après mon père en 1970. Dans les années 70 à 80, ça s'est fait sur une dizaine d'années. Et je suis le fils d'un homme qui était très cultivé, très engagé dans les responsabilités professionnelles. Et j'avais toujours dit que j'aurais pas suivi cette voie parce que je trouvais que mon père était beaucoup absent. Mais finalement, je l'ai suivi un peu par nécessité. Et donc, je me suis retrouvé rapidement président de la Fédération départementale des CUMA, qui sont des petites coopératives de production qui rassemblent les agriculteurs pour acheter du matériel agricole en commun. Qui représente à peu près combien de surface, en superficie, et le nombre d'agriculteurs? Ça ne se dit pas en superficie, mais chez nous, il y a 18 agriculteurs dans le village, tout le monde est dans la CUMA. Et plus les villages voisins, on a à peu près 25 adhérents dans la CUMA qui est équipé de matériel pour suivre à peu près toutes les cultures qu'on a, mais notamment de 2 grosses moissonneuses-batteuses, parce que ce sont des outils qui coûtent très cher et qui tournent très peu. Et donc on les partage pour... on est quelquefois obligé un peu d'attendre son tour, mais économiquement, si on veut garder une agriculture de dimension moyenne comme on l'a, parce que nous on a le dos à la mer, on peut pas aller augmenter nos surfaces dans la mer, à moins de s'installer pêcheur. Et donc il faut bien faire de la solidarité entre paysans, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'ai été président de la Fédération des CUMA, ce qui m'a emmené à siéger à Arras à peu près une fois par mois, et de là j'ai été élu membre de la Chambre d'agriculture, qui est un petit peu l'organisme qui supervise toute la profession agricole, en contact permanent avec le préfet, les sous-préfets, les directeurs généraux du département, aussi bien pour l'agriculture. Donc cela, c'est plus au niveau du village
communale, enfin, ou de la petite Ah non, ville, mais départementale. C'est au niveau du département. D'accord, ok. Ce qui m'a valu le départ vers le département, c'est le fait que j'étais vice-président de la CUMA du pays. Ça m'a emmené comme administrateur de la fédération départementale des CUMA, et ensuite j'en suis devenu le président. Et dans ces fonctions de président de la fédération départementale des CUMA, je me suis retrouvé membre de la Chambre d'agriculture et même membre du bureau de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire l'endroit où on prend toutes les décisions, où on a toutes les discussions importantes avec l'État, avec la préfecture, pour notre département, le Pas-de-Calais. Je précise, c'est pas le Nord, c'est le Pas-de-Calais. À partir de là, j'avais aussi repris d'autres responsabilités, notamment dans la betterave sucrière. J'ai été pendant 25 ans administrateur de la structure fédérative des producteurs de sucre dans le Pas-de-Calais. On était un groupe d'administrateurs dont on s'est fait, qui sont devenus des amis extrêmement chers et on se fréquente encore beaucoup les uns les autres. Enfin, il n'y a pas que les responsabilités, les charges, et il y a aussi l'amitié qui se crée en allant dans tout ça. Ensuite, j'ai été nommé par le président de la Chambre d'agriculture, parce qu'il fallait nommer un délégué à l'AFDI. L'AFDI, c'est une ONG agricole qui s'appelle Agriculteurs Français Développement International. C'est une ONG... Ça veut dire que là, c'est le département qui s'oriente vers le national. Le national. Okay. Le département doit nommer un administrateur à cette structure de dimension nationale. Donc je me suis retrouvé... International, dimension internationale. La dimension est nationale et l'analyse est internationale. D'accord, ok. Donc je me suis retrouvé administrateur de l'AFDI à Paris, et l'AFDI, c'est une structure qui a été mise en route par les grandes structures agricoles nationales, comme le Crédit Agricole, la FNSEA, le CNJA, les jeunes, la CNMCCA, c'est la coopération, enfin tout un ensemble d'organismes de dimension nationale, qui ont mis en place cette structure pour rendre service à notre prochain dans les pays en voie de développement, certes, mais aussi, mine de rien, pour pouvoir se faire une analyse sur la situation agricole dans d'autres pays qui peuvent éventuellement être nos concurrents ou nos clients. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, il se trouve que moi, j'ai été délégué, je ne sais pas pourquoi ils m'ont nommé moi. Je sais bien que j'avais un oncle qui était missionnaire en Afrique. J'ai aussi beaucoup lu Tintin au Congo. J'ose à peine le dire maintenant parce que ça fait pas bien d'avoir lu Tintin au Congo, paraît-il, dans les nouvelles façons de penser, mais enfin bon. Alors, en tout cas. Alors, n'oublions pas que, bon là on est à Boulogne-sur-Mer, on n'est pas très loin de la Belgique. Oui, voilà. Et Tintin. Et de chez Hergé. C'est d'origine belge. Belge. Enfin bon, donc, et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a des gens, des Guinéens, d'un pays qui s'appelle la Guinée-Conakry, qui est situé en dessous du Sénégal, dans la Corne de l'Afrique, et qui sont venus chez nous, au Cap Griné, visiter notre coopérative de production de plants de pommes de terre, pour nous dire, ben voilà, on fait des pommes de terre en Guinée, c'est un produit un peu de luxe qu'on vend dans la capitale surtout, mais on voudrait en produire parce que on a rénové des périmètres de production qui avaient été abandonnés après le départ des Français quand Sékou Touré avait pris le pouvoir en Guinée. Et on cherche à produire et on cherche à se structurer. Donc j'ai vu arriver un jour un noir qui s'appelle Paramoussa Diallo, qui est devenu un grand ami à moi et qui est devenu un très grand monsieur. Et qui m'a dit, comme on sait vous faites du plant de pommes de terre, on en parlera tout à l'heure au Cap Griné, je voudrais vous acheter quelques kilos de 7-8 variétés pour les expérimenter, pour voir laquelle pourrait être la meilleure chez nous. Est-ce que vous pourriez nous donner ça? Bon, bah, j'ai dit, bah oui, écoutez, moi j'étais déjà administrateur de la SICAPLAN, j'en étais pas encore le président, mais pas loin. Et donc on a décidé avec le directeur d'envoyer par DHL 700-800 kilos de pommes de terre d'une dizaine de variétés chez eux. Et ils les ont plantées. L'année suivante, ils sont revenus nous voir en disant, bah, écoutez, nous aimons beaucoup la variété Nicolas. C'est celle qui est la meilleure chez nous.
C'est d'ailleurs une bonne variété. Et nous voudrions avoir 15 tonnes de plants de Nicolas. 15 tonnes, c'est important, ça représente 15 hectares plantés au bout. Hein. Et comme chez eux, on plante des champs de 200 mètres carrés ou 300 mètres. 15 hectares, ça veut dire qu'en gros, il y a 1 tonne par hectare. Oui, en consommation, on plante en gros une petite tonne par hectare. Et donc ces gens-là venaient voir des Français pour avoir du plan certifié, extrêmement cher sur le marché international, parce que tous les paysans ne peuvent pas se ressourcer en plan certifié. Et lui, par le biais de connaissances qu'il avait, parce qu'il connaissait des gens du Boulonnais, et puis ma rencontre, avait trouvé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, d'acheter du plan certifié, certes cher, mais garantissant un meilleur rendement que le plan qu'eux ils mettaient, parce qu'eux ils gardaient les petites pommes de terre de l'année précédente dans un cajot, souvent sous le lit dans la case, et ils replantaient ça. La pomme de terre a été un peu comme une figue, elle était desséchée. Ils plantaient 2 tonnes à l'hectare et ils espéraient récolter 4 tonnes à l'hectare. Alors qu'avec nos plants, ils plantaient 2 tonnes à l'hectare et ils pouvaient récolter de 8 à 16 tonnes à l'hectare. Ça change quand même. Mais la mise de fonds était importante, et pour eux qui n'avaient pas beaucoup de ressources, fallait vraiment qu'il y ait un bon accord. Fallait qu'il y ait un engagement sur l'honneur de notre part de ne pas leur envoyer des mauvais plans, parce que ça aurait été le pire, qu'il n'y ait pas un résultat technique favorable. Enfin bon. Donc la première année, on a envoyé 15 tonnes, un petit container de plants. Et c'était en quelle année? 1990. 1990, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les Africains ont commencé à venir dans un département de Pas-de-Calais, dans le petit village. Voilà. Rappelle-moi le nom du village. Audingan, Cap-Griné. Cap-Griné, pour chercher à reproduire les pommes, là où les pommes de terre. Pour acheter la bonne semence. Pour acheter la bonne semence. Vous voyez, donc, et cette semence, c'est pas n'importe quoi, parce qu'ils voulaient la variété Nicolas. Oui. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais tu pourrais nous dire après. Et puis, amis et amis, là, progressivement, on est parti vers le sujet de la deuxième importance, après la présentation de notre ami Jacques, que j'admire beaucoup, parce qu'on a discuté hier, et j'ai trouvé que Jacques a raconté des choses vraiment fascinantes sur ma petite question de ce que c'est les pommes de terre, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'autres sujets sur l'agriculture d'une manière générale, les autres variétés de légumes et autres, mais aussi le voyage, etc. Alors, on ne peut pas tout faire. Vraiment, on ne peut pas tout faire. On aurait pu peut-être filmer hier directement. Alors, ça veut dire là, on va attaquer le sujet de la deuxième importance, les pommes de terre. Merci Jacques. D'accord. Merci d'être aussi généreux. Je vais me permettre de finir quand même, parce que oui. Les chiffres sont éloquents. Donc en 1990, nous avons expédié un conteneur en Guinée. Cette année, nous en avons expédié 42. C'est-à-dire 30 ans après. C'est-à-dire 700 tonnes de plants. C'est devenu notre plus gros client. Et 700 tonnes de plants, oui, monsieur. Qui permet de couvrir combien hectares? 700 hectares en gros, de production, mais en même temps que la première année c'était un conteneur, ensuite ça a été 2, 3, 4. Oui. En même temps, ils ont eux structuré ils ont mis en place une structure de production avec autour de 4 à 500 petits agriculteurs qui cultivent les bords de rivières avec une irrigation par petits canaux. Et c'est vraiment des jardins japonais, c'est magnifique, et cultivent environ 2 à 300 mètres carrés par parcelle. Et donc... Excuse-moi Jacques, il y a 30 ans, donc vous avez livré un conteneur. Oui. Aujourd'hui, c'est 40 conteneurs qui représentent 700 tonnes. Il y a 30 ans, 400 adhérents avec un conteneur. Oui. Cette année, 40 conteneurs et 32 000 adhérents. De semences, de pommes de terre. Voilà. Oui, bon, mais 32 000 personnes qui bénéficient. 32 000 personnes là-bas qui bénéficient de la semence. Et ce sont les 32 000 agriculteurs.
locaux. Oui, agriculteurs. Vous voyez la différence de la coopération de 30 ans après en Afrique. Voilà. C'est énorme, c'est multiplié par 40 en 30 ans. Dont 25 000 femmes dans les 32 000 agriculteurs. Parce que ce sont les femmes qui s'occupent beaucoup des jardins et de la production agricole parce qu'elles ont la famille en charge, en général. Quelle est la récolte? Ça veut dire qu'il y a en gros une tonne de semences de pommes de terre par hectare. Hein? Oui. Combien de pommes de terre, enfin de tonnage de pommes de terre qui récoltent pour une tonne implantée? Bon, ils récoltent sur la totalité de la production, mais il y en a une partie qui est quand même faite avec du plan reconduit de l'année précédente. Donc on ne peut pas dire que c'est uniquement les 700 tonnes de plan qui assurent la production, mais enfin aujourd'hui, en Guinée, on produit entre 15 et 20 000 tonnes de pommes de terre. Et ils sont au stade d'ailleurs où ils sont devenus autosuffisants, puisque la consommation c'est à peu près 6 à 7 000 tonnes pour le pays, et où ils exportent dans les pays voisins. C'est-à-dire qu'ils font de ce qu'on appelle des échanges sud-sud. Moi, j'ai beaucoup d'amis paysans qui me reprochent quelquefois de vendre du plan là-bas en me disant ils vont nous renvoyer, nous inonder, nous gêner dans nos marchés. Ces amis-là n'ont pas compris que c'est pas pour moi que je le fais ni pour nous, c'est pour eux en vivre. Alors, tout ça pour dire qu'au départ, c'est une rencontre fortuite. Qui a tourné autour de 10 tonnes de pommes de terre de semences. Aujourd'hui, c'est devenu une rencontre organisée avec une coopérative là-bas qui a une dimension exceptionnelle, qui a d'ailleurs mis en route un corps de techniciens, d'une trentaine de techniciens agricoles qui circulent en petite moto pour aller rencontrer les producteurs, qui a en route un service de santé avec 2 médecins, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé, qui a mis en route un service d'alphabétisation, qui a mis en route Enfin, c'est une structure de développement sur le Fouta Djallon, qui est le centre de la Guinée, qui est absolument extraordinaire. Et je suis très fier et très honoré d'être le partenaire initial de cette structure, présidée par mon ami Para Moussa Diallo, qui est devenu le président des agriculteurs guinéens, puisque c'est lui qui est président de la CDAO, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Et il est aussi vice-président de la structure de tous les paysans de la sous-région ouest africaine, basée à Dakar. On a donc affaire à un gros calibre. Alors, lui, c'est un autodidacte, qui a été formé par un volontaire européen de progrès, un VEP, qui était alsacien d'ailleurs, et que je connais bien, qui a été formé à ne pas dilapider l'argent. Bon, après, ce sont des peuls, hein, ce sont des gens qui savent faire des affaires aussi. Et donc, enfin aujourd'hui, c'est une vraie réussite économique, sociale et puis stratégique, quoi, puisque la région du Fouta Djallon est reconnue maintenant par la Banque mondiale comme étant la première région de production de pommes de terre de l'Ouest africain, devant le Sénégal. Oui. Et automatiquement, toi et d'autres personnes ont participé à la lutte contre la famine, hein, puisque eux aussi, ils ont exporté les pommes de terre. Hein, c'est bien oui. C'est pas la famine. En Guinée, il n'y a pas la famine. D'accord. Dans les villages tout à fait du nord de la Guinée, à la limite du Mali, il y a peut-être eu avoir des endroits où on a quelquefois eu faim, mais il n'y a pas vraiment. Il faut plutôt employer le terme d'autosuffisance. D'autosuffisant, oui, c'est ça, oui. En Guinée, la principale denrée alimentaire, c'est le riz. Comme dans beaucoup de pays africains, tout le monde ne le sait pas, mais en Afrique, on mange du riz. Hein. Et après, la pomme de terre, c'est un légume un peu de luxe, quoi, mais qu'eux, ils ont réussi quand même à démocratiser et à produire maintenant, je ne vais pas dire en masse, mais quand même dans une certaine proportion. Dans les plats africains, c'est un petit peu un plat d'accompagnement, la pomme de terre. Ouais. Tu as un plat de riz, comme ça s'appelle, riz au gras, tout ça, et puis tu as de la pomme de terre qui vient en plus. Voilà. Souvent en sauce, c'est d'ailleurs délicieux. Donc, la pomme de terre est considérée comme une culture de vente, hein, et ces femmes qui les produisent, elles les vendent avant de les manger. Hein. On les mange quand il y en a vraiment trop, ou bien parce que, ou exceptionnellement pour une fête, quand on reçoit, mais d'abord on les conduit à Conakry pour les vendre sur les marchés de la capitale. Donc voilà mon histoire là-bas. Après, on a construit un bâtiment de conservation, parce que comme ils commençaient à produire beaucoup, ils avaient des moments où ils avaient trop de volume,
qu'on ne pouvait pas laisser au soleil. Donc on a construit même 2 bâtiments de conservation. Et aujourd'hui, pour moi, ces gens-là sont autonomes. Alors ils ne font pas que ça, ils font aussi des tomates, ils font aussi d'autres choses. Mais moi, j'étais spécialisé dans la pomme de terre. Et dans le Pas-de-Calais, on a une école d'agriculture qui a formé une dizaine de leurs techniciens qui sont venus chez nous, qu'on a hébergés. Ici, on a hébergé des Guinéens pendant des années. C'est ma femme, par simple générosité, en fait. On a construit là-bas, ils ont construit 2 bâtiments frigorifiques avec l'aide de la Banque mondiale sur des plans élaborés par le groupe de techniciens de la fédération là-bas et moi, qui avait des connaissances là-dedans. Plan que j'avais fait valider d'ailleurs par une société du nord de la France qui est spécialisée là-dedans. Et j'ai eu ici 2 hivers de suite, 3 Guinéens en formation, parce qu'à Boulogne-sur-Mer, on a une très très grande base de conservation par le froid pour le poisson. Donc on a beaucoup d'entreprises spécialisées dans la gestion des bâtiments frigorifiques et dans la gestion des appareils frigorifiques. Et donc j'ai eu 3 techniciens ici en formation pour apprendre à utiliser la machine. C'était bien de construire un bâtiment frigorifique, d'avoir une armoire de commande avec 50 boutons et de ne pas savoir sur lequel appuyer ou quel disjoncteur remettre en route quand il y a eu un court-circuit ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est ici qu'ils ont été formés et on a réussi à refaire des choses. On m'avait dit à l'époque, ouais, tu vas refaire comme les Français, des trucs à l'européenne et puis les Africains ne sauront pas s'en servir. Mais en les formant ici... Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ah, vas-y, Jacques, j'aime bien les anecdotes parce que... Tout à fait particulière. Moi, je suis allé en Afrique, je suis allé 7-8 fois là-bas, et puis la dernière fois, quand le bâtiment a été construit, je suis allé avec un copain électricien frigoriste, et on a photographié toutes les armoires de commande, parce que ça me paraissait tellement compliqué. Je me dis, bon sang, ils ne vont jamais s'en sortir, en cas de panne et tout. Et un jour, Mamadou, il s'appelait Mamadou, le responsable du bâtiment, qui est venu en formation ici, il m'appelle, il me dit, Jacques, allô Jacques, voilà, parce qu'on s'appelle au téléphone comme ça, hein, avec le téléphone portable maintenant. Il me dit, je suis en panne avec le frigo. Oh, bah il dit, ça c'est le pire. C'est quand même à 5500 km d'ici. Hein. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, voilà, l'évaporateur numéro 3, sitôt qu'on le met en route, il saute, le disjoncteur saute. Alors, je vois c'est marqué, clac, c'est marqué évapo numéro 3. Bon, ben, j'ai écoute, je m'en vais voir notre copain électricien avec qui j'ai été chez vous, on va ressortir les plans chez lui, tu vas raccrocher, puis on va te rappeler de là-bas, et puis on va regarder. Alors, je vais voir le copain, il me dit, bon, première question, on va lui demander si ça saute tout de suite. Si ça saute tout de suite, c'est un court-circuit, c'est une souris qui a bouffé un câble, ou bien c'est un court-circuit, c'est 2 câbles qui ne doivent pas se toucher. C'est pas normal. Il y a eu une intervention ou un choc. Et puis donc on lui pose cette question-là, il dit non, ça se met en route et au bout de quelques minutes, ça saute. Alors mon copain qui est malin, il lui dit, écoute, ça, à mon avis, c'est un fil desserré. Parce qu'une armoire de commande qui est près du groupe froid qui vibre, les vis de cuivre là qui serrent les câbles finissent par se desserrer. Et il faut les vérifier tous les 2 ou 3 ans. Est-ce que tu les as déjà vérifiés? Bah, il dit non, jamais. Bon, bah, il dit, écoute, tu vas tout couper, tu vas prendre un tournevis. Alors, on avait calculé qu'il y en avait à peu près 160 de connexions, et puis tu vas vérifier les 160 connexions. 3 minutes après, le téléphone sonne. Allô, Jacques, je suis réparé. Les 3 fils du disjoncteur de l'évaporateur numéro 3 n'étaient même pas serrés. Quand on l'a monté, on a dû le monter, ils n'ont même pas été serrés par le monteur. Et ils agissaient par simple contact comme ça. J'ai tout resserré, ça marche. Alors voilà, cher ami, ça, je suis fier de ça, parce que c'est de la réparation à 5000 km. C'est l'efficacité au téléphone, entre paysans. Des paysans qui savent se débrouiller, parce que moi, je sais comment on monte des fils électriques. Hein. Avec un gars qui a été formé ici, que j'ai formé à l'électricité et à la frigoristerie. Ben voilà comment on fait du développement quoi, en Afrique. Hein. Il faut pas avoir peur de l'assistance de tous les jours, c'est mettre ses mains dans la colle. C'est l'entraide en permanence. Alors, bien ce que j'ai compris. Je ne veux pas bouffer du temps, mais la deuxième anecdote importante qui m'a fait aussi le plus plaisir, c'est qu'un jour,
au moment de repartir d'un voyage, le dernier jour, le président Parra, il me dit « Viens, on va faire un débrief de ton voyage, quoi. » Et ce soir, alors je m'en vais le soir, une petite réunion dans une pièce au bureau de la fédération, et il arrive une dame que je connais depuis 25 ans, qui s'amène et qui ostensiblement, en arrivant, jette ses clés sur la table. Alors je lui dis « Tiens, tu viens plus à pied ?»« Ah, dis non, Jacques. Je fais des pommes de terre, moi. Alors, il y a 2 ans, j'ai fait un puits dans le jardin. On ne va plus chercher l'eau à 500 mètres. L'année dernière, j'ai démonté la toiture en chaume pour refaire une toiture en tôle, parce que j'en ai marre des termites. En France, on fait des toitures en chaume sur la Côte d'Azur, hein, mais il n'y a pas trop de termites dans ces maisons-là, quoi. Hein, tandis qu'en Afrique, bon. Donc, j'ai fait une toiture en tôle, et cette année, je me suis acheté une Kymco, une mobilette chinoise, et je transporte toute ma famille. On monte à 5 dessus, et je suis venu avec ma Kymco. Si tu veux, je peux te faire un tour. C'est le 4x4 en Afrique, quoi. C'est la voiture des femmes. Et donc... Ce qui est amusant, c'est que là, c'est la femme qui s'est payée. Ouais. Oui. Dans les villes, les capitales, à Bamako, à Ouagadougou et tout. Vas-y Bernard, on te voit. On appelle ces motos, mon mari est capable. Ouais. C'est-à-dire, mon mari est capable de me payer une moto. Ah, oui. Mais là, c'est mieux encore, parce que c'est la femme qui s'est payée la moto. Oui. Donc, on voit un petit peu Bernard, parce qu'avec le contre-jour, on voit pas très bien. Alors, donc, attends, cette dame, je lui dis, je parle avec, et puis je lui dis, ça va, ta famille, tout ça, et puis au bout d'un moment, je lui dis, mais dis donc, c'est marrant, on voit pas de femmes voilées ici à Timbi Madina. Elle me dit, j'ai avec des femmes voilées, mais nous, on n'en veut pas, hein. On les course avec un bâton. Ah bon? Je dis, pourquoi? Elle dit, on ne veut pas revenir à ça. Nous, on fait des pommes de terre, on améliore nos maisons, on éduque nos enfants. Je vais aux séances d'alphabétisation de la fédération. Je sais maintenant écrire pomme-piter, pomme de terre. Ils disent pomme-piter dans le langage mélange de poulard et de français. Elle dit, je sais écrire maintenant mon nom. Tu te rends compte? C'est formidable. Alors, ces femmes, eh bien, écoute, tout ça pour dire c'est un grand pas pour elles. Tout ça pour dire que quand l'économie amène la prospérité, et je ne veux pas parler de la fausse prospérité des choses extrêmement riches, mais la prospérité simple, eh bien, elle empêche l'intégrisme de rentrer. Et si on a fait quelque chose pour ça, eh bien, je crois qu'on a bien travaillé, et c'est ce dont je suis le plus fier. Voilà. Maintenant, parlons de la pomme de terre. L'intégrisme n'est pas loin, au nord de la Guinée. Hein. Alors maintenant, parlons de la pomme. Voilà. Oui, alors, parlons de la pomme de terre. Un autre chapitre très important, amis et amies. Donc, je vous rappelle, nous sommes chez Jacques, hein? Jacques Delattre, et nous sommes le mercredi 2 juin 2021. Et on s'est rencontrés hier pour la première fois, mais je tenais absolument à rencontrer Jacques pour répondre à ma petite question. Qu'est-ce que c'est les pommes de terre? Quelles sont les variétés les meilleures? On a discuté hier, j'ai trouvé vraiment ce qu'il a raconté, c'était d'une manière naturelle, beaucoup de sincérité, n'est-ce pas? Et puis j'étais fasciné parce que je pensais connaître bien, ou peut-être un peu, non. Ça va bien loin. Depuis tout à l'heure, on a vu l'entraide entre un petit village, entre guillemets, et puis un pays africain, etc. Et puis aujourd'hui, 30 ans après, ça a permis aux Africains d'exporter pommes de terre et autres. Donc c'est vraiment... Et puis ça améliore la condition des femmes et des gens, etc. Nous allons vers le dernier chapitre, si tu veux bien, Jacques. C'est plus spécifiquement sur les pommes de terre. J'ai compris, il y a à peu près 450 variétés de pommes de terre. Je ne sais pas combien il y a de variétés de vin en France. Et puis de fromage, je suis fier d'être en France et je suis d'origine vietnamienne, mais je suis vraiment fier d'être français également. J'ai toujours dit que j'ai 2 pays, un pays, le Vietnam, dans lequel je suis né, enfin un pays biologique si on veut, hein,
Et puis, un autre pays, c'est la France nourricière. C'est la France qui m'a élevé. Donc, je suis vraiment très fier d'être en France et d'être français. Et vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'avoir... Alors, il y a Bernard qui fait signe. Oui, il faut laisser à Jacques parler parce que je suis trop bavard. Je suis vraiment très heureux de te rencontrer. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de pommes de terre, les 450 variétés, d'une manière compréhensible? Parce que hier, il m'a raconté plein de choses, mais j'ai pas très bien compris, malgré mes 40 ans en France. Bon, alors je vais essayer d'être concis, mais moi aussi je parle beaucoup, comme dirait Bernard. En fait, tu m'as posé la question hier, qui m'est posée régulièrement, c'est quoi la meilleure variété, monsieur Jacques? Oui, parce c'est que ça, oui. Nous, on veut manger des bonnes pommes de terre, et il y en a beaucoup qui n'ont pas trop de goût, qui sont pas très bonnes, etc. Bon. Oui. Alors, je t'ai répondu, ben oui, d'autant que il y a maintenant à peu près 450 variétés inscrites au catalogue officiel en France. Et dans les 450 variétés, c'est un choix cornélien pour la ménagère qui s'en va au magasin et qui voit 3 ou 4 variétés différentes d'exposer. Laquelle est la meilleure? C'est la plus chère. Alors, c'est pas forcément la plus chère. Voilà. Faut savoir que je vais prendre le problème par 3 entrées. Hein. La première entrée, je vais la prendre, j'allais dire, en aval, hein, c'est-à-dire vers la sortie. C'est-à-dire la ménagère qui se trouve dans un grand magasin, dans une grande surface, et qui a un étalage de légumes devant elle, et avec en bas 6 ou 7 cajots de pommes de terre exposées. Alors il y en a des blanches, il y en a des rouges, il y en a même maintenant des noires, il y a des variétés de pommes de terre presque noires. Enfin, ça relève de l'ordre du gadget. Il y a, mais enfin, elles peuvent avoir même des couleurs différentes. Elles ont toutes une chair plutôt jaune pâle. En France, le goût français, c'est de la chair jaune. Le goût anglais, c'est de la chair blanche. Le goût allemand, c'est aussi de la chair blanche. Et le goût belge, c'est de la chair frite. Je dis ça en riant. Hein. On n'est pas loin de la Belgique. Hein. Et donc, dans ces pommes de terre, ben, on peut les prendre les unes, les autres. D'abord, si elles étaient conservées depuis 6 mois dans un magasin frigorifique, elles ont beaucoup perdu de leur goût d'origine. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la pomme de terre, c'est un légume, et un légume, c'est bon au moment de la saison où on le récolte. Après, on peut le conserver, on a maintenant des moyens de le conserver par le froid, dans un frigidaire ou dans un bâtiment frigorifique, mais le goût s'érode quand même au bout de... Alors, dans les grandes surfaces, les acheteurs achètent chez des gros producteurs des lots de pommes de terre qui sont souvent issus de stockage longue conservation, qui n'améliorent pas forcément la qualité. Ensuite, souvent ces pommes de terre sont dans des espaces très éclairés, et l'éclairage d'une pomme de terre la fait verdir, et ça n'améliore pas le goût non plus. Par contre, alors je vais me mettre à l'autre bout, le jardinier qui a son petit jardin à la sortie de la ville ou même autour de sa maison et qui a déjà trouvé depuis des années que celle-là elle est bonne et qu'il l'achète, qui achète son plan exprès, il va même l'acheter chez un fermier parce qu'il sait qu'il va en trouver, il la cultive, et la première qu'il arrache et qu'il met à cuire, il se régale parce qu'elle sort de son jardin, c'est la saison de la récolte, bon. Alors tout ça pour dire qu'on peut trouver tout ce qu'on veut à tout moment aujourd'hui dans les grandes surfaces, c'est pas forcément la meilleure des qualités. Deuxièmement, il y a ce qu'il faut savoir, pourquoi il y a 400 variétés, c'est parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs marchés pour la pomme de terre. Depuis une trentaine d'années, il s'est dessiné des marchés, suite d'ailleurs à la demande des grandes surfaces qui traitent des gros volumes et qui ont des besoins particuliers. Alors il y a dans la production des pommes de terre plusieurs marchés, je l'ai dit. Il y a d'abord le marché du frais. Le marché du frais, c'est une 50aine de variétés en France pour alimenter le frais, c'est-à-dire les achats de tous les jours des ménagères.
Ensuite, il y a un deuxième marché qui est devenu très important, c'est le marché de la pomme de terre industrielle. C'est le marché des variétés qui seront vendues à une société comme Macken pour faire des frites industrielles dans une usine à frites. Dans les pommes de terre industrielles, on va trouver aussi des variétés adaptées à faire des chips. Par exemple, dans une société, tout le monde connaît Vico, hein, je ne vais pas faire de pub, mais qui achète des variétés de pommes de terre exprès pour faire des chips. Alors, ce qu'il m'a raconté, parce que, par exemple, Vico et autres, hein, qui font des chips, ils veulent des pommes de terre rondes, d'une certaine taille, voilà, pour pouvoir couper comme il faut. D'autres, comme Macken, ils veulent des pommes de terre à la limite carrées et une certaine longueur, pour pouvoir les couper en carrés et en frites facilement. Avec le moins de pertes possible. Donc nous voyons qu'il y a vraiment la variété, enfin les variétés, et puis les différents gabarits, enfin les différentes dimensions, des pommes de terre aussi, ronds ou plus ovales, enfin... Hein? Alors, tu passes directement de l'aval à l'amont, là, oui, parce que tout à fait en amont de la demande pour manger, il y a des industriels, il y a des distributeurs, mais encore en amont, il y a une recherche variétale pour obtenir des variétés qui correspondent à la demande de l'industriel en question. Alors, donc Macken préfère avoir une longue parce qu'il a moins de pertes de petits morceaux de frites. Et un certain goût. Il y a des goûts à respecter. Il y a même des critères industriels, par exemple, de consommation. Est-ce que la variété qu'on livre à Macken consomme moins... Macken nous demande toujours, dans les nouvelles variétés, qu'elle consomme moins d'huile dans le process de cuisson à l'usine que les précédentes. Parce que c'est vrai qu'une variété qui consomme 10 litres d'huile pour cuire une tonne, elle coûte plus cher à produire que qu'une autre variété qui en demande que 5 litres. Parce qu'il y a des variétés qui sont cuites avec peu d'huile. Alors c'est des détails déjà très techniques ça, hein. Mais là on est déjà remonté en amont. Effectivement. En amont du consommateur, il y a toute une procédure. Et donc, en 2 mots, les critères de recherche sont basiques au départ. Macken demande une longue. Et Vico, qui fait des chips ronds, il demande une ronde. Alors, il y a des variétés rondes et il y a des variétés longues, hein, il faut le savoir. Mais, mis à part le gabarit, les dimensions, il y a le goût, il y a, il y a comment, le comportement des pommes de terre face au processus industriel. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il faut faire cuire les pommes de terre dans l'huile 2 fois. Pour obtenir une certaine qualité gustative ou même, ça me fait penser là, quand on mange les chips, il faut que ça fasse du bruit. Oui. Bah oui, un chips qui est mou, c'est comme un journal qui est trempé dans l'eau, quoi. C'est pas bon. Alors, dans les marchés, hein, marché du frais, marché industriel. Alors dans l'industriel, il y a la frite, le chips, et puis il y a aussi la fécule, parce qu'il y a des usines qui fabriquent de la fécule à partir de la pomme de terre pour faire des cols, des choses comme ça. C'est un assez gros marché quand même au niveau mondial. Donc ce sont des variétés spécifiques qui ne sont pas bonnes du tout. Ensuite, on a... C'est un petit peu comme le maïs pour les becs, quoi. Il y a le maïs à manger. C'est la différence entre le maïs doux et puis le maïs... Oui, c'est ça, Bon, après, il y a le marché... il y a un marché aussi très connu, c'est le marché export. Alors là, il nous faut des variétés rustiques, résistantes à la chaleur, pouvant être cultivées avec le moins d'eau possible pour ne pas avoir recours à l'irrigation. Ce sont les semences, alors. Oui, on est dans la recherche variétale. D'accord. Tu m'as fait passer de l'aval à l'amont à toute vitesse. Alors moi, je suis resté à l'amont, là. Hein. Et donc, hier, j'étais perdu. Aujourd'hui, je vois un peu mieux. Bon. Mais je suis passé trop vite. C'est toute la science de la recherche agronomique. Hein. Voilà. Et puis après, pour répondre à ta question première, quelle est la meilleure variété? On produit aussi maintenant, depuis une dizaine d'années, on sélectionne ce qu'on appelle des variétés à chair ferme. C'est-à-dire des variétés faites pour le marché du frais, pour le consommateur de tous les jours, mais qui ont été sélectionnées en fonction de la fermeté de leur chair et du goût. Puisqu'on sélectionnait surtout des pommes de terre visibles, qui soient belles dans l'étalage. Il y en a des très belles, hein, mais qui ne sont pas bonnes du tout. Heureusement, sinon elles auraient tout le marché. Mais on sélectionne maintenant des variétés qu'on appelle des chairs fermes. Alors moi, je conseille aux gens qui veulent trouver des bonnes pommes de terre de chercher dans l'étalage où sont les variétés chair ferme.
et de demander même à la vendeuse s'il y en a, parce que quelquefois ils n'en ont pas. Ces chères fermes reviennent à des préparations culinaires de nos grands-mères. Hein. Elles sont quelquefois très très bonnes à l'eau, avec un petit peu de sel et un petit peu de beurre dessus. On n'est pas obligé d'en faire une cuisine élaborée, extraordinaire. Moi, je me régale avec, par exemple, une Franceline, qui est une chère ferme que je connais bien, que nous, on en produisait. Franceline. Ouais, cuite à l'eau. Et à la maison, ça arrive. Quand on commençait à les récolter, j'en ramenais... Retenez bien les noms, hein, Franceline. Ouais. À la maison, quand on commençait à les récolter, à la ferme, j'en ramenais dans mes poches et je disais à ma femme, fais cuire ça tout de suite. Et avant dîner, à l'apéro, on mangeait une demi-Franceline avec un peu de beurre et un peu de sel. On se régalait. Oui, ça suffit largement, puisque la pomme de terre est bonne. Voilà, elle est bonne, on se régale. Elle est bonne. Oui, donc ça, oui. elle a même un petit goût de noisette quelque part. Donc ça, c'est la famille des chères fermes. Alors pour la ménagère qui cherche une très bonne pomme de terre, elle doit essayer de trouver là-dedans. Maintenant, il faut savoir aussi quand même qu'il y a historiquement quelques grandes variétés qui sont des phénomènes génétiques, parce qu'elles ne vieillissent pas, elles restent telles qu'elles ont été conçues, elles ne dégénèrent pas beaucoup, et elles avaient à l'origine, probablement par accident, puisque à cette époque-là, il y a 30 ans, on ne sélectionnait pas pour ça, mais elles avaient à l'origine un certain goût. Alors, je peux en citer 3 ou 4, c'est la binge, tout le monde connaît la binge, hein, c'est une variété qui a à peu près 80-90 ans d'existence, origine hollandaise, qui est bonne à tout, aussi bien faire de la purée, des frites, des pommes de terre à l'eau et tout. Et d'ailleurs, c'est probablement sa plus belle, on en fait presque plus de binge, hein. Mais sa plus belle qualité, c'était justement comme elle était bonne à tout, elle n'était pas mauvaise en rien. Alors, elle passait bien. Bon, c'est la binge. Après, il y a une variété assez célèbre en France qui est connue, c'est la Charlotte, qui est une variété d'obtention bretonne et qui est j'en fais l'éloge. Mon ami le directeur du Germicopos sera content de m'entendre parce que on était concurrents et nous on n'en avait pas, c'était eux, parce qu'elle avait été obtenue dans leur station de recherche. Donc la Charlotte c'est une très très bonne variété. Après, j'ai parlé tout à l'heure de la Nicolas, les Guinéens ne se sont pas trompés. Pourquoi ? La Nicolas est une très vieille variété qui doit avoir 40 ou 50 ans d'âge, mais qui est très très bonne, surtout en ragoût. Et en Guinée, Bernard l'a dit tout à l'heure, en Guinée on fait des pommes de terre en ragoût. Et on se régale avec de la Nicolas en Guinée. Alors je vais même vous dire, ça va plus loin. La Nicolas ici, elle a un taux de matière sèche qui correspond au climat, à l'humidité latente, à l'humidité du sol, etc. Mais quand on la cultive en Guinée, elle prend 2 ou 3 points de matière sèche de plus et elle est encore meilleure. Parce qu'elle a été cultivée dans des conditions différentes. Conditions climatiques. Nicolas, donc binge, Charlotte, Nicolas, en voilà 3. Après, je pourrais encore citer Spunta, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a 4 ou 5 variétés qui sont un peu des monuments génétiques qui resteront encore longtemps dans les achats et peut-être dans la tête de certains. Moi, il y a des gens tous les ans qui viennent me dire « Est-ce que tu as encore des plants de binge ?» Je dis « Non, on n'en fait plus. Ça n'a plus d'intérêt pour nous d'en faire. Il n'y avait plus que Maquette. » Jacques, juste une question, puisque la pomme de terre, c'est arrivé du Pérou, mais quelle était la variété originelle du Pérou qui est arrivée? On ne le sait pas. Mais au Pérou, il y a encore plusieurs centaines de variétés de pommes de terre sauvages, dont des variétés vertes, des variétés qui n'ont aucun intérêt culinaire. Mais dans lesquels il y a de l'ADN intéressant pour qui voudrait l'exploiter. Mais ça, on entre dans une autre discussion. Là. Donc voilà, je voulais dire ça. Il y a 3 ou 4 grandes familles de production. Enfin, il y a 3 ou 4 grands marchés. Et évidemment, si dans le Auchan du coin, vous mettez au milieu une variété à fécule, parce qu'elle est arrivée là par erreur, et que vous l'achetez et que vous la mangez, vous allez la trouver dégueulasse, quoi. Il faut prendre des variétés qui soient des variétés du marché du frais ou des variétés chères fermes. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que le consommateur, il achète dans la grande surface, qui elle a ses achats orientés par des principes économiques, techniques, etc. Il achète ça à des producteurs de matière, on appelle ça des producteurs de consommation, c'est-à-dire des producteurs de pommes de terre, des gens qui plantent des pommes de terre pour un marché final, un des marchés dont j'ai parlé.
Mais pour produire ces pommes de terre-là, il leur faut de la semence, il leur faut du plant. Or, la pomme de terre est une plante qui dégénère assez vite, assez facilement. Donc, il faut ressourcer avec du nouveau plant, je dis pas tous les ans, mais presque. Pratiquement, non. Par exemple, dans les pommes de terre industrielles qui sont produites pour McCain, tous les plants sont ressourcés tous les ans. Et donc, en amont, on trouve une famille de producteurs qui s'appelle les producteurs de plants. C'est le métier que j'ai fait toute ma vie. Oui. Et qui produisent du plant de pommes de terre de certaines variétés pour des clients qui seront sur certains types de marchés. Alors, excuse-moi Jacques, est-ce que quand tu plantes, par exemple, le Nicolas, là, pour en manger, hein, la consommation, mais est-ce que tu peux en garder quelques pommes de terre pour replanter? Bien sûr. Ah, ça dépend. Si ce sont des variétés très récentes, qui ont une obtention très récente qui a été obtenue dans des laboratoires de recherche et par une recherche récente, l'obtenteur qui a mené les travaux de recherche, donc mobilisé de l'argent et qui compte sur un marché important après, ne laisse pas traîner beaucoup de pommes de terre dans la campagne. Ça veut dire que ces pommes de terre-là que tu récoltes pour ta consommation ou pour la vente, tu ne peux pas en garder quelques-uns pour replanter. Les nouvelles variétés qui sont sous contrat de recherche récent. C'est un peu comme l'histoire des brevets pour les médicaments, c'est pareil. C'est l'histoire de la propriété. Ça veut dire que ça repousse pas. C'est la propriété industrielle. Non. Ça repousse. Non, c'est la propriété intellectuelle, ça repousse très bien. Ah ça oui, veut dire que moi j'ai un contrat avec la société qui m'a autorisé à produire ces variétés. Oui. Et la société exige que je lui livre tout, y compris les toutes petites. Hein. Oui, alors je me suis mal exprimé. Ça veut dire que toi, personnellement, dans ton petit jardin, tu peux planter, tu fais ce que tu veux. Oh ouais. Mais les milliers d'hectares, etc., tu n'as pas le droit de le faire. C'est ça que tu veux dire? J'ai le droit d'en consommer. Oui, mais pas pour la revente. Je n'ai pas le droit, j'ai compris. pas le droit d'en vendre. Tu n'as pas le droit de la revendre dans des circuits parallèles pour la consommation. C'est ça. Oui, tout à fait. Tu as le droit de vendre aux consommateurs paysans qui vont produire la pomme de terre. Oui, ok, j'ai compris. C'est comme la musique avec la SACEM, c'est comme... c'est ça, oui. Parce que si on tue la recherche bien sûr, dès le départ, en galvaudant ce qu'elle a produit, la question se pose sur les médicaments en ce moment, c'est une question grave. Oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà, nous, on produit donc du plant. Alors, quand il y a une demande sur... On va reprendre l'exemple de McCain, c'est facile. Quand McCain, on a marre d'une variété parce qu'elle extériorise des problèmes qu'on n'avait pas vus au départ et qu'au bout de 10 ans, elle extériorise. Bien. Ou quand l'évolution, quand il y a une évolution. Par exemple, en ce moment, ces sociétés-là nous demandent des variétés qui consomment moins d'eau d'irrigation. Là, le problème de l'eau, c'est un problème avec les problèmes de climat, ça va devenir un problème énorme. Et l'arrosage, c'est une ponction d'eau importante dans le sous-sol. Donc, il existe des variétés de pommes de terre qui ont besoin de 2 fois ou 3 fois moins d'eau que d'autres variétés pour pousser. Parce qu'elles sont plus rustiques. C'est comme il y a des gens qui résistent, ils n'ont pas besoin de boire sans arrêt leur bouteille d'eau, et même s'il fait très chaud, ils résistent. C'est pareil. Donc, on nous demande des nouvelles variétés. Alors nous, on doit expérimenter des nouvelles variétés avec des buts de recherche comme ça, sur des critères précis. On a quelquefois 1, 2 ou 3 critères. Et comment fait-on? Eh bien, la demande, elle vient... L'observation, elle est faite par les techniciens de la société McCain chez les producteurs de consommation, c'est-à-dire de matières finales, qui serviront à être livrées à l'usine pour faire les frites. Et ensuite, ils viennent nous voir, nous, la profession plant, pour dire, messieurs du plant, il faudrait améliorer cette variété ou en inventer une nouvelle. Alors, on a 2 solutions, soit l'améliorer par l'implantation de nouveaux, comment dire, de nouvelles molécules, enfin par les OGM, je ne veux pas employer le terme, mais et ça c'est interdit en France, c'est autorisé aux États-Unis, c'est autorisé au Brésil, mais c'est interdit chez nous. Et puis après on a une deuxième façon, c'est en laboratoire. Alors là, nous les producteurs de plants, on s'adresse aux sociétés de recherche qui sont encore en amont de nous,
qui sont au départ de l'action, pour leur dire, voilà, il faut nous sélectionner une nouvelle variété avec tel et tel critère, il faudrait partir de celle-là, la voir avec celle-là, la croiser peut-être avec celle-là. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une hybridation en croisant les fleurs de 2 variétés ou de 3 variétés, mais là, c'est de la technique de laboratoire que je ne connais pas complètement, et qui fait que ça va donner un tubercule qu'on va replanter, enfin, c'est même pas comme ça va donner un tubercule, et puis on va sélectionner pendant 2 ou 3 ans, et puis on va avoir un panel de nouvelles variétés, et on va se dire, bah tiens, celle-là, elle serait peut-être pas mal. On fait venir l'acheteur, hein, qui vient donner son avis dans des journées d'exhibition, où c'est très intéressant, hein, les 5 stations de recherche françaises sont exposées les unes à côté des autres, dans un lieu à l'INRA à Paris, et tous les grands acheteurs européens sont là, et les présidents moi j'ai été vice-président de la station de recherche, donc j'y étais, et tout ce monde-là se promène, on a le droit d'en couper une avec son couteau, de regarder l'intérieur, et j'ai une fois entendu le technicien de chez Maquette dire à son patron, à ton avis, bon, ils vont mettre 15 ans à la sélectionner, est-ce qu'elle va faire de l'huile, ou est-ce qu'elle va consommer beaucoup d'huile ou pas beaucoup d'huile dans le process de fabrication? Comme si on parlait d'une voiture. Oui, exactement. Doigt mouillé. C'est d'une complexité, et hier j'ai appris, d'après Jacques, que la recherche, c'est sur une dizaine d'années. Hein? Alors, vous voulez y arriver, donc oui. On commence par faire une hybridation. Oui. On obtient un pied avec un tubercule. On retire le tubercule, parce que le tubercule c'est la mise en réserve de l'amidon chez la pomme de terre, on le coupe pour l'obliger à extérioriser son organe sexuel qui est un espèce d'acène, un petit fruit qui se fait dans les feuilles, qui ressemble à une fraise ou à une petite tomate on va dire. Et à l'intérieur duquel il y a à peu près entre 100 et 150 petites graines, comme les graines qu'il y a autour d'une fraise, pas plus grosses. Et la particularité de la pomme de terre, c'est par rapport au blé par exemple, parce qu'un blé il y a 100 grains sur un épi, on croise les 2 épis, n'importe lequel des 100 grains de l'épi de droite croisé avec l'épi de gauche va toujours donner la même variété. C'est homozygote. En pomme de terre, on est hétérozygote. On va prendre ce petit fruit là, qui a été obtenu après l'hybridation, après le croisement en laboratoire. On va l'ouvrir, on va prendre les 150 graines qu'il y a dedans et on va les planter. Et ce sont 150 variétés nouvelles potentielles. Chaque graine est nouvelle. Donc, à partir de 2, 3, enfin à partir... oui, à partir d'une hybridation entre... Oui. Alors on prend... L'hybridation, ça peut être plus que 2. Ben, le rêve, c'est de prendre une Charlotte et une Binge pour avoir les qualités des deux. Mais il se trouve que la nature est faite de telle manière qu'on n'a jamais la vérité. Il paraît qu'on aura des ordinateurs hyper puissants dans 50 ans qui pourront déterminer d'avance. C'est une complexité... Non, c'est biologique. C'est la vie. Oui. C'est la vie. Oui. Formidable. Oui. On peut être intelligent, mais c'est pas pour ça qu'il y aura du goût dans la patate. Alors donc, il faut savoir que je n'ai plus les chiffres parce que je ne suis plus dans le circuit, mais il se fait à peu près 100 000 semis par an en France, à partir des 3 grands laboratoires de recherche, sur des nouvelles variétés potentielles de pommes de terre. Alors là, on met ça dans des paper pots, hein, dans des serres, et la première année, eh bien, ça donne une plante. Certaines font leur tubercule dans les feuilles. Bon, bah, celle-là, on l'élimine. On ne va pas faire une variété de pommes de terre qui produit des tubercules dans ses feuilles. D'autres produisent des tubercules complètement informes, ou qui ont une couleur qui n'est pas appétante du tout, ou qui est craquée. Alors il y a un déchet, il y a 99% de déchets la première année. D'ailleurs, chez nous, la société que je présidais, les filles qui faisaient, les laborantines qui faisaient la prime sélection de la première année, c'était les filles qui triaient les pommes de terre sur le trieur l'hiver. Donc, elles n'ont pas été à l'université, hein, mais elles savaient reconnaître une pomme de terre qui avait une belle forme d'une pomme de terre qui avait une mauvaise forme. Et dans le 1% restant, on va dire qu'en France, on obtient à peu près tous les ans entre 3 et 5 nouvelles variétés sur les 80 000 semis. Nouvelle variété qui sera mise à l'essai. Alors la première année, on a 2 tubercules, on va les replanter. Alors là, on va replanter les tubercules. La deuxième année, les 2 tubercules vont nous en donner 20. La troisième année, ils vont nous en donner une centaine. Et là, on va commencer à pouvoir les faire ce qu'on appelle du screening dans la station de recherche, les chercheurs,
vont voir que celle-là, ben, elle a quelques avantages, celle-là, elle a un gros défaut, celle-là. Et quand on est arrivé en année 8 ou 9, on présente tout ça de nouveau dans une exhibition de présentation à des clients potentiels. Et on commence à isoler certains beaux sujets ou bons sujets et qui pourront potentiellement peut-être devenir une variété qui aura un caractère commercial. Et là, on a besoin de l'avis du commerce, parce que ça ne sert à rien de faire de la recherche si on n'a pas une certitude de valorisation économique après. Et donc, ce sont les commerciaux qui nous disent « celle-là, elle est bien, celle-là nous intéresse ». Moi, je vais dire, une fois, nous, on a eu dans notre champ d'essai, on avait une variété allemande, des gens de Lübeck, la région de Lübeck, avec qui on avait fait connaissance, je ne sais plus où, et qui nous avait demandé d'expérimenter une variété de chez eux. On l'avait mis dans notre champ d'essai. Et le jour de la visite de notre champ d'essai, au mois de juillet, on invite tout le monde, y compris la concurrence, et moi j'entends dire par un copain concurrent, il me dit « mais dis donc, t'as une pépite là, hein ? La variété de chez, je ne sais plus le nom de la société allemande, ça, moi j'en veux, hein, il ne faut pas laisser partir ça. Hein. » Bon, le soir, on finit au champagne, hein, c'était des bonnes journées, on rencontre tous les copains et tout, de la France entière, même de la Hollande, de la Belgique. Hein. Et puis le soir, on débriefe avec mon directeur dans son bureau, il me dit « bon, vous avez vu l'allemande ?» Ben, j'ai dit « oui. J'ai déjà pris les 2 billets d'avion pour demain matin, monsieur le président. Demain matin, debout 6h, à 8h, on prend l'avion à Roissy, on se pose à Lübeck et on va acheter la variété. » Le lendemain, à 10h, on était à Lübeck pour acheter la variété. Et dans le hall de la gare de Roissy, j'ai croisé 2 acheteurs, deux multiplicateurs de pommes de terre. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Il me dit, tiens Jean, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, je m'en vais en vacances. Je n'osais même pas dire, parce que c'est de la vraie stratégie, quoi. Hein. Oui, voilà. La petite guerre. Hein? Pour terminer sur le... Moi, je vais remarquer. Ouais. À plus, Jacques. Oui. À plus. Oui, merci Bernard d'avoir organisé la rencontre. Merci. On ne voit pas Bernard, mais voilà, bien Bernard, ça fait plaisir. Merci Bernard, voilà, on voit mieux Bernard. Voilà, merci Bernard d'avoir organisé la rencontre avec Jacques. Et puis Christiane aussi, viens voir Christiane. Mais si, on va parler de gîte en 2 minutes tout à l'heure. Parce que si jamais, non, tu veux pas, parce que si jamais les gens, ils veulent venir ici pour visiter, voilà, pour visiter, il y a aussi Christiane qui a, enfin les deux, hein, ils ont 5-6 gîtes à peu près, hein. Donc n'hésitez pas à visiter de très belles régions de France. Et merci Bernard encore. Allez. Je vais pouvoir rentrer à pied tout seul tout à l'heure. Merci, ouais. Donc, si tu veux, ces variétés, quand elles commencent à devenir variétés, quand on commence à avoir 15 à 20 kilos de matière, au bout de 3 ou 4 ans, on les screen pendant 4 ou 5 ans, et à peu près en 10e année, on peut dire, bon, bah, celle-là, on va la lancer, on va la cultiver, et on va la lancer. Alors là, enfin, je vais aller loin, hein, tu ne seras pas obligé de retransmettre tout, mais là, on se trouve devant un autre problème, nous, toujours en amont, nous les producteurs de plants et la recherche plants, on se trouve devant un autre problème, c'est qu'on n'a pas assez de matière. Si par exemple... Pas assez de matière. Ben oui, c'est comme au loto. Oui. Si jamais cette variété était extraordinaire, oui. On a une demande instantanée d'immenses quantités. D'accord. Et on a 100 kilos de pommes de terre dans nos mains. C'est tout, oui. Et pour multiplier ça, il faut 10 ans pour en avoir 150 tonnes ou 1000 tonnes. Est-ce que tu vas planter une pomme de terre, elle va te donner 8 tubercules. Tu replantes les 8 tubercules, l'année suivante, ils vont t'en redonner, ça va en faire 64, et puis après, bon. Mais si jamais il y a une grosse demande, la multiplication, alors là, c'est plus de la recherche, c'est plus de la production, c'est un travail, la multiplication. C'est un travail répétitif, et alors, puis... pour obtenir tout de suite beaucoup de matière, ah oui, oui, oui. On fait du clonage. Alors ce sont des mots dangereux, parce que dans la tête de gens qui n'y connaissent rien... Ils pensent tout de suite au OGM. Voilà, mais c'est pas du tout la même chose. C'est mon cas, je suis en train de penser à ça. Je vais te dire, il faut savoir qu'un clone, c'est le frère exact d'un autre. Hein. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Et il faut savoir que dans la nature, dans tout ce qui est végétal, pas dans l'animal, heureusement, sinon on serait tous frères, mais dans le végétal, les cellules
je vais pas employer le mot scientifique, les cellules très jeunes de l'extrémité des germes ou de l'aisselle des feuilles sont toujours des cellules indemnes de dégénérescence et toujours identiques à l'original de la variété, même si elle a 200 ans. Ça veut dire que si on veut refaire une binge qui a 100 ans, toute jeune, toute fraîche, il suffit de faire des coupes des cellules qui sont au bout du germe, d'une pomme de terre binge, et là, on a la copie conforme. De les mettre dans un tube on a la copie conforme. De les faire pousser, et on a la copie conforme d'une binge il y a 100 ans. Et on gagne en temps de reproduction de plants de semences. Alors, si tu veux faire 1000 tonnes, ben, tu fais 10 000 tonnes, hein. C'est pas dur, il faut faire des coupes, hein. Puis c'est tout, c'est du boulot de laboratoire ça. Donc, pour avoir de la matière rapidement après qu'on a obtenu une nouvelle variété, par le biais du clonage, on arrive à produire très vite des quantités importantes de cette variété sans qu'elle soit dégénérée. Le clonage, c'est une méthode naturelle. Tout à fait. Il n'y a rien d'interdit en France, ni ailleurs dans le monde. Non. C'est ça. Non. Donc, clonage ne signifie pas du tout OGM. Pas du tout. Voilà. Mais le clonage, c'est une méthode naturelle qui va bien dans le végétal, mais qui ne va pas du tout dans le règne animal. Qui est interdit en France. Le clonage en France. Les Anglais ont cloné une brebis qui s'appelait Dooley, là, qui avait des caractéristiques de vieillesse. Au bout de 2 ans, elle avait l'air d'avoir 80 ans, paraît-il. Enfin, mais tout le monde, il y a des gens qui rêvent de cloner des êtres humains, que ce soit d'abord des animaux. Eh bien, ça ne marche pas. Dieu merci, le bon Dieu, il a fait les choses pour que... En particulier, pour les pommes de terre, ça marche bien. Pour les légumes, d'une manière générale. Pour le végétal. Pour le végétal, oui, d'une manière générale, oui. Voilà. Et ça permet de nourrir le monde, hein, en produisant rapidement de la matière améliorée, etc. On risque de déraper sur d'autres sujets quand tu parles de nourrir le monde. Parce que sinon, on risque de... Parce qu'il y a des sujets que j'aimerais bien aborder avec Jacques. Une fois qu'on aurait terminé le pomme de terre, il y a l'histoire OGM, il y a ce combat, comme tu viens de dire, nourrir le monde, ça veut dire c'est un combat contre la famine. Hein, voilà, il y a ça, tout ça. Parce que le clonage, comme Jacques a très bien expliqué, ça marche bien dans le monde végétal, pas pour les animaux et autres, les êtres vivants. Et donc c'est une méthode scientifique, hein, et puis c'est un travail répétitif. Et c'est pas du tout interdit, le clonage végétal, c'est pas du tout de l'OGM. Hein, c'est ça. L'OGM, oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Sur l'OGM, moi je vais en dire... D'abord, je vais dire l'OGM. Vite fait. Organisme génétiquement modifié. C'est utilisé quand même dans les laboratoires aux États-Unis, ailleurs, souvent a posteriori d'une recherche. C'est-à-dire que les chercheurs ont cherché quelque chose, une plante, et ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à améliorer telle caractéristique de la plante, et ce serait vraiment nécessaire de le faire. Donc ils utilisent quelquefois des gènes modifiés a posteriori de la recherche pour fignoler cette plante. Moi, dans cet esprit-là, je trouve que c'est pas des dérapages, bien. Sachant que c'est autorisé hein, aux États-Unis et au Brésil, etc. Donc, je suis obligé d'en convenir. Hein. Par contre, celui qui veut utiliser les OGM a priori, c'est-à-dire avant, en établissant un cahier des charges, avant toute recherche, alors là, il fait entrer une certaine diabolisation dans le système, quoi, puisqu'on ne s'appuie plus sur quelque chose de naturel qu'on va essayer de fignoler et d'améliorer, on s'appuie sur quelque chose d'artificiel, on s'appuie sur quelque chose de complètement artificiel, où on oublie le naturel. Bon, là, il n'y a plus le processus naturel. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec l'OGM quand c'est comme ça. Par contre, dire que je suis d'accord avec l'OGM, oui et non, mais en tout cas, je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur la culture du soja, qui est modifié génétiquement pour être désherbé par certains produits au Brésil, ce soja est vendu à tour de bras en France pour entrer dans la composition de l'aliment du bétail pour les porcs.
Et quand vous mangez on mange du porc. Quand on mange du porc en France, on mange du porc dans lequel qui a mangé du soja OGM, enfin des protéines dans lesquelles il y a de l'OGM. Alors quelque part, on se cache derrière son petit doigt, quoi. Hein, faut pas. Bon, et la France, le problème qu'on a nous, les agriculteurs, moi qui suis épris de modernité et d'avenir quand même, parce que l'avenir, il se fera pas en revenant la marine à voile et à traire les vaches à la main. Hein, et nos enfants, ils voudront pas de pénibilité du travail, encore moins que nous. Donc, notre avenir est dans la modernité. Moi qui suis passionné par tout ça, je déplore que la France soit toujours la fille aînée de l'Église sur ces sujets-là et qu'elle lève des interdits a priori pour le coup à travers des dogmes qui sont portés notamment pendant les campagnes électorales dans les villes par une certaine catégorie de Français, je suis désolé, mais enfin c'est comme ça. Et on peut pas, nous on peut pas bâtir notre avenir sans avoir certaines ouvertures sur la modernité. Alors pour clôturer cette vidéo, hein, effectivement 1h14 minutes et 1h15, c'est un grand plaisir. Jacques, je rappelle, Jacques est une grande figure au Pas-de-Calais hein, pour l'agriculture. Une dizaine de légumes et autres, entre autres, il y a les pommes de terre. Et puis cette coopération avec l'Afrique, et puis cette connaissance humaine de ce que les pommes de terre et autres légumes apportent au monde. J'aurais abordé là, le dernier chapitre, là, le dernier point, c'est tout, hein, en 2 ou 3 minutes. Parce que tu as dit que ça permet de nourrir le monde. Et pour moi, nourrir le monde, ça veut dire c'est le combat contre la faim. Est-ce que tu... Bon, déjà, la coopération avec un pays africain, ça a permis aux pays africains d'avoir une autosuffisance de consommation interne. C'est pas les pommes de terre qui est l'ingrédient principal, mais ça permet au pays d'exporter aussi les pommes de terre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que le pomme de terre pousse bien dans les pays chauds, qui nécessitent peu d'eau. Il en faut quand même. Il a besoin d'eau quand même. Il a besoin d'eau quand même. Mais la preuve, ça a bien poussé ailleurs. Hein, oui. Alors, dis-moi en quelques minutes de ce que tu penses de ce combat contre la faim. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas la pomme de terre qui va lutter contre la faim. Non. La pomme de terre, c'est une culture, enfin, en tout cas en Guinée, c'est une culture de rente qui sert à gagner de l'argent, on la produit, on la vend, qui est exigeante en eau, mais elle est produite dans des périmètres de production où on fait 4 cultures par an. On fait de la pomme de terre, du maïs, des arachides et du riz. Ah, ça permet de régénérer la terre. À la fin, on met tout en eau et on met en riz. D'accord, ok. Et donc, ce sont 4 plantes qui ont besoin d'eau, donc on les cultive le long des rivières, avec une irrigation gravidaire avec des petits canaux, des trappes qu'on ferme, etc. Sur des parcelles qui font à peu près 200 mètres carrés. Tout à l'heure, on parlait de la semence, hein, on parlait de 700 tonnes de plants en Guinée. Faut savoir que là-bas, les dames, elles achètent un sac ou un demi-sac de plants. D'accord, oui. On n'achète pas en tonnes, on achète en sac de 50 un sac de 50 kilos, environ 200 mètres carrés. Bien. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir été nommé, enfin pas nommé, mais d'avoir rencontré ce Guinéen et de m'être occupé d'un projet en Guinée, qui est un pays où il y a de l'eau, parce que le Fouta de Jalon, c'est le pot de chambre de l'Afrique de l'Ouest, hein, il y a tous les grands fleuves de l'Afrique prennent leur source là, il y a de l'eau partout. Donc là où il y a de l'eau, il y a de la vie. J'aurais eu à m'occuper, en plus c'est une zone rurale, paysanne, de petits villages et de petites villes. Je préfère avoir eu à m'occuper de ça que d'avoir eu à m'occuper d'une ONG qui s'occupe des gens qui habitent dans les faubourgs de Conakry. Où là, il règne une atmosphère fétide de surpopulation, enfin, tu connais ça, hein, les grandes capitales. En un mot, je trouve qu'on est plus heureux à la campagne qu'à la ville, déjà. Et nous avons réussi notre mission parce que les jeunes à Timbi Madina, là où on va, quand on leur dit alors quand est-ce que tu viens dans le 9-3 là pour aller
travailler dans le métro. Enfin, nous, aller là-bas. On est heureux ici, on a un jardin, on produit. Moi, je viens de me marier. D'ailleurs, j'aurai qu'une femme parce que ces choses-là, ça m'intéresse plus, etc. Bon. Donc, en un mot, j'ai eu la chance de m'occuper d'un projet de développement à la campagne, avec des gens certes illettrés, mais très respectables, très courageux, et qui ont vraiment encadré, pas avec un président et puis un corps de responsables bien formés, qui ont vraiment créé un projet fantastique. 30 000 adhérents sur une enfin, si j'avais été responsable d'un projet au Yémen ou en Érythrée, je crois que ça n'aurait pas été aussi gai non plus, parce qu'en Érythrée, ben, il n'y a que des cailloux. Le patron, il pique le fric de l'ONU pour lui. Il fait 50 degrés au soleil. Ces gens-là n'ont qu'une idée, c'est de venir à Calais pour aller en Angleterre. Parce que comme c'est un pays d'obédience anglaise à l'origine, j'ai eu cette chance d'être dans un pays agricole, ça correspond à mon tempérament, fertile, ça correspond à mon goût de la modernité, et avec des gens hyper sympas. Donc eux, ben, ils sont sauvés. Enfin, je dis pas qu'ils sont sauvés, parce qu'il y a des mouvements politiques terribles en Guinée en ce moment, mais eux, ça y est, maintenant ils savent comment il faut faire. Ils savent comment il faut faire pour faire fructifier leurs terres, etc. Alors après, nourrir le monde, c'est les pays qui ne pourront pas se nourrir et qui ont souvent beaucoup de population. Alors là, tu sais, on pense souvent, moi j'ai des amis qui produisent du blé par exemple. Quand le blé n'est pas cher, ils me disent, faut l'exporter. Il y a tellement d'Africains qui ont faim là. Les Africains n'ont pas envie de bouffer du blé. Ils bouffent du manioc, ils bouffent du riz. Voilà. Il ne faut pas croire que on peut nourrir, on peut régler la famine par défaut. C'est de l'orgueil, quelque part. Tout à fait, oui. Moi, je crois qu'à une chose, c'est d'aider les gens des pays qui sont en difficulté à se former pour produire chez eux. C'est ce qu'on a réussi à faire en Guinée pour partie. Pour partie. On doit lutter, pour arriver à ça, on doit lutter contre le poids des religions, des habitudes, qui fait que la misère fait partie du quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, nous on a réussi par la prospérité à empêcher que la misère s'installe, mais je ne serais pas étonné que dans 7-8 ans, l'intégrisme musulman descende du sud du Mali sur le nord de la Guinée, et que j'en retrouve à Tinbi Madina. Bon, je ne suis pas pour. Alors... je suis tout à fait d'accord avec toi, Jacques. Alors, la famine dans le monde, je ne sais pas quoi répondre. Moi, je suis tendancieux. Je n'ai jamais rencontré la famine. J'ai connu à la maison, à la ferme, les vieux ouvriers quand j'étais tout gamin, qui gagnaient rien, ils gagnaient pas grand-chose. Mais ils allaient à la pêche, ils pêchaient des crabes, ils mangeaient du crabe tous les soirs, ils mangeaient des moules, ils avaient la ressource d'aller soit à la chasse, dans les terres de la ferme, où ils avaient des abeilles, ils faisaient du miel dans le jardin, ils élevaient des lapins, ils les nourrissaient avec ce qu'ils trouvaient au bord des routes. Ils étaient pauvres. Mais la pauvreté, alors c'est là que je dis que je suis pas apte à juger, parce que c'est une question qui me lancine. La pauvreté à la campagne, on l'a connue quand on était plus jeune, vraiment de la pauvreté. Maintenant c'est moins quand même. C'était de la pauvreté, mais avec de la solidarité. La patronne elle donnait une tartine, et puis il y avait toujours du travail à la tâche à faire, etc. Mais la pauvreté dans les faubourgs de Conakry, ça c'est de la misère. C'est de la misère, mais c'est pas de la misère, c'est de la misère humaine. Et là, je ne sais pas par où on pourra le traiter, ça, parce que la concentration des populations dans les mégalopoles, dans les pays en voie de développement... Effectivement, à travers ce que tu partages avec moi, avec vous tous, c'est ceux et celles qui ont la gentillesse de regarder cette vidéo. Effectivement, il n'y a pas que la misère matérielle, il n'y a pas que la misère
de nourriture. Il y a aussi l'autre aspect, misère de contact humain, misère de cette proximité. Effectivement, tu as très bien, t'as bien analysé ce problème, non pas forcément dans le monde. Hein. Alors le problème aujourd'hui, c'est la vitesse de la communication, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça, c'est que les nouvelles générations de jeunes qui sont beaucoup plus vifs que les anciennes sur tous ces sujets, sur l'informatique, sur l'image, sur la transmission des mots, etc. Ces gens-là, on leur crée des besoins, quoi. Hein. Et une forme de misère non satisfaite, ça peut pousser à une forme de révolte. Hein. Et on en a de la révolte, on en a même en France hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, oui, donc, oui, tout à fait, oui, c'est un... effectivement, par exemple, oui, tu as bien fait d'évoquer tout ça, parce qu'une fois qu'on a la stabilité matérielle, il reste quand même, entre guillemets, l'aspect spirituel. Enfin, pas plus que le matériel, c'est ça que je voulais dire, je voulais rien orienter, hein. Mais effectivement, il y a tout ça, et ça... C'est tout aussi important de pouvoir manger 3 fois ou 2 fois par jour. N'est-ce pas? Oui. Peut-être même c'est la pire des choses dans les pays, disons, modernes, entre guillemets. Hein. Oui. Mais c'est pas si moderne que ça. Puisque il y a des choses qu'on a perdues quand même. Oui, hein. Donc c'est pas aussi moderne que ça. On a une grave question qui se pose, et puis je vais la poser parce que... Oui. C'est qu'aujourd'hui, on a une capacité de production, l'agriculture, le nourricier, hein, puisqu'on est nourricier. On a une capacité de production absolument phénoménale par la modernité. Je ne dis pas qu'on pourra nourrir le monde dans 30 ans, parce qu'il paraît que le monde va encore évoluer, on va être encore beaucoup plus, et il n'est pas impossible que les productions agricoles se réduisent, parce que les gens vont quitter la campagne pour aller en ville, parce que la mer va monter de niveau, on va perdre des zones vivrières, etc. Bon, on lit des choses qui peuvent nous inquiéter. Mais moi, je pense que par la modernité, par la technicité, on a une capacité à produire qui est quand même très très importante. Or, aujourd'hui, dans des pays comme les nôtres, les tendances... alors, moi, je ne suis pas un écologiste, je suis un agriculteur. J'avais 2 frères biologistes, je leur disais toujours, moi aussi je suis biologiste du sol. Bon. Mais je ne suis pas écologiste, je suis producteur. Je pense que la nature, il y a 2 façons de l'entretenir, c'est soit de la laisser vivre tout seul et de vivre de cueillette et de chasse et de rapine, mais ça nourrit pas beaucoup de monde, ou soit de la faire produire, et je ne vais pas dire que ça fatigue pas la terre, puisqu'il y a aujourd'hui des dogmes tels dans l'écologie qui font que... Il paraît qu'on va mourir tous dans quelques temps, enfin il ne faut pas exagérer quoi. Moi, mon père, en 1960, quand il faisait 50 tonnes de betteraves à l'hectare, avec 280 kg d'azote, hein, d'engrais par hectare, il ouvrait, pas une bouteille de champagne, parce qu'on n'en avait pas à la maison, il ouvrait une bouteille de cidre, ça pétait comme du champagne. Tellement il était fier. Aujourd'hui, mon fils Damien, il fait 100 tonnes à l'hectare, avec 100 kg d'engrais. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles variétés qui ont doublé en rendement et qui ont diminué par moitié leurs besoins d'éléments nutritifs qu'on n'a pas dans le sol à disposition tout le temps, et donc qu'on apporte sous forme d'engrais de synthèse. Alors... moi, je trouve que c'est formidable, quoi, et on va encore améliorer ça, le ratio va encore s'améliorer. Mais on a affaire quelquefois à des gens qui sont devenus tellement dogmatiques qu'il faut vivre, mais il ne faut plus rien, Alors, je ne dis pas qu'ils ont besoin de confort, parce qu'il y en a certains qui repartent vivre à la montagne dans des conditions que je ne voudrais pas avoir. Mais il leur faut ça, hein. Il leur faut la communication, hein. Il leur faut le téléphone portable, il leur faut l'iPad, hein. Il leur faut... ça, il leur faut, absolument. Jusqu'à maintenant, il leur fallait l'avion aussi, pour aller voyager un peu partout, voir. Maintenant, ils ont compris qu'un avion, ça
c'est pas forcément nécessaire. Ça crache un peu de saloperie, c'est pas Oui, forcément nécessaire. Oui, il y a ça aussi. Donc, moi, je suis un peu atterré par cette tendance qu'il y a aujourd'hui à diaboliser l'agriculture de production pour revenir à des types de production plus tournés vers la protection. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit à l'agriculture, alors c'est un pavé dans la mare, hein, parce que tout le monde, enfin, les médias ne pensent pas comme moi, bien sûr, hein, puis je n'oserais pas dire ça en public. Nous sommes ici, le but c'est de partager nos opinions personnelles, voilà, sans aucune prétention, on est chez moi, politique ou autre. Voilà, on est chez toi Jacques, merci beaucoup. Je dis ce que je veux. Et voilà, et même si on le partage sur les réseaux sociaux, etc., ça reste à l'intérieur de nos cercles, familles et sympathisants respectifs. Voilà, donc, on n'a aucune communication à caractère politique, religieux, etc. Non. C'est uniquement notre opinion personnelle. Donc moi je suis avec sincérité, etc. Je suis donc choqué par cette tendance qu'il y a aujourd'hui à diaboliser l'agriculture de production au profit d'un raisonnement où quelqu'un qui a fait un minimum d'analyse comme moi et qui lit un peu sait qu'au bout, si on généralisait toutes ces méthodes-là, ben, au lieu de nourrir 1 milliard d'habitants, on aura la place pour en nourrir que 500 000. Hein. Sans compter que, nous, ma génération, on a vu nos grands-parents et nos parents et les ouvriers des fermes qui étaient... Bon, les dames qui travaillaient à la ferme, c'était mes grands-mères, quoi. Hein. On les a vus faire du travail pénible, plié en deux. La pénibilité du travail, ça n'existe pas que chez les conducteurs de TGV. Hein. Ça existe aussi, ça a existé beaucoup dans les métiers ruraux de la campagne. Et nous, on n'a pas du tout envie d'y revenir. Alors ça, c'est la question des produits phytosanitaires, ce qu'on appelle vulgairement des pesticides, hein, qui regroupent plusieurs familles de produits. Hein. Pesticides, ça ne veut rien dire quelque part. Et donc, moi, je ne veux pas revenir à la pénibilité du travail de mes parents et de mes grands-parents pour cultiver des betteraves, où on démariait les betteraves avec une petite binette, entre chaque pied, plié en deux. Et il y a 22 km de route de betterave dans 1 hectare. Et un bon démarieur, il en faisait 5 ou 6 dans sa saison. C'est-à-dire qu'il faisait 130, 140 km pliés en deux. Mais pliés en deux complètement. Hein. Je ne sais pas comment il résistait avec le mal de dos. Mais il résistait parce que dans l'année, il faisait d'autres travaux. Mais cette pénibilité-là, elle est disparue le jour où sont arrivées les molécules qui nous permettent de désherber dans les betteraves. On a aujourd'hui des molécules qui permettent de tuer des chardons dans des betteraves, par exemple. On pourrait croire que le chardon est très résistant, la betterave est très tendre. Il suffit que la molécule soit adaptée. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'elle soit toxique pour l'utilisateur. Il ne faut pas qu'elle soit toxique. La betterave, elle met 180 jours à être adulte. Et ensuite, on l'écrase pour faire du sucre. Donc, il faut que le produit... Il ne faut pas qu'il soit étalé 3 jours avant la récolte, on va en retrouver des traces dans le sucre. Il faut il y a des dates limites, etc. Enfin, il y a des techniques. Et aujourd'hui, on va développer des techniques où on a des appareils qui vont traiter juste l'ordure telle qu'elle se présente avec des capteurs électroniques, etc. Enfin, la modernité devrait permettre de continuer d'utiliser des produits phytosanitaires sans qu'il y ait de traces. Mais seulement, encore une fois, on a l'impression qu'on a devant nous, les producteurs, hein, je dis bien le mot production, on a devant nous des conducteurs de dogmes qui ont de toute façon décidé qu'ils n'accepteraient jamais et qu'on peut retrouver un bon produit. Amis consommateurs, soyez conscients que derrière chaque produit qu'on consomme, il y a quelqu'un, il y a les gens qui ont travaillé pour que le consommateur final ait quelque chose. Et n'oubliez pas non plus, hein, qu'il faut tenir compte de toutes ces conditions, et surtout les conditions humaines qui ont beaucoup amélioré pour pouvoir nourrir tout le monde, hein, puisqu'on est dans un pays où on ne meurt pas de faim, parce que c'est grâce au progrès technique. Parce que sans ça, tout le monde en France ne sera pas du tout bien nourri. Donc soyez reconnaissants et poussons l'analyse plus loin que certains
peuvent prétendre de nous rendre notre atmosphère beaucoup plus verte en supprimant tous les agriculteurs. Et là, on va tirer une balle dans nos pieds. C'est bien ça que j'ai ressenti de ça. Parce que c'est vrai que le consommateur ne voit pas forcément tout ce travail-là. Et il faut être reconnaissant envers celles qui ont créé les choses. Et puis, il y a toute une étape il y a le temps nécessaire pour que ça pousse bien. Il y a le travail en amont, comme tu as dit, là, pour que le consommateur ait des produits de qualité. En même temps, le prix qui baisse. Mais il ne faut pas non plus pousser à l'extrême en disant qu'on veut l'air plus vert, on veut ceci, cela, et on n'oublie que si on supprime tout ça, si on supprime tout, ben, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde. Hein. Et puis, c'est pas forcément mieux. C'est bien ce que j'ai ressenti hein, de tout ça. Jacques, est-ce qu'on veut parler aussi en 1 ou 2 minutes de ce que Christiane gère, c'est-à-dire 5-6 gîtes, je ne sais plus combien. Oui. Évidemment, tu me donneras l'adresse, tout ça, pour que je puisse le mettre. Parce que c'est pas forcément pour aller passer quelques jours à la nature, hein, parce qu'il y a toutes ces rencontres avec Jacques, avec Christiane. Hein, si, je ne sais pas si c'est possible, hein, j'avance les choses. mais croyez-moi, mes amis plus ou moins proches, Facebook, WhatsApp, Yalo pour les Vietnamiens, Viber, etc., sur les réseaux sociaux. On a peut-être plus faim, on est bien nourri, mais cette proximité, surtout avec ceux et celles qui inventent, qui font pour que nous, on ait quelque chose à manger, eh bien, ce sont des gens comme Jacques et Christiane. Et donc, aller passer quelques jours dans le gîte, c'est pas forcément pour passer quelques jours dans la nature, mais aussi de retrouver cette proximité avec des gens qui sont à l'origine de nos nourritures. Hein. Évidemment, il n'y a pas que Jacques et Christiane, mais et puis les discussions importantes, essentielles dans la vie. Hein. Tu peux nous dire quelques mots, les gîtes ou non? Quand on s'est marié il y a 40 ans, oui, 50 ans, ma femme et moi, ma femme c'est la fille d'un entrepreneur en maçonnerie. Donc, ah oui. Elle a vu les bâtiments qu'il y avait, dont certains étaient inutilisés. Elle m'a dit, écoute, moi je vais être la fermière, mais je voudrais bien avoir mon job aussi. Pourquoi on ne réparerait pas ce petit bâtiment pour faire une petite maisonnette pour accueillir les gens en vacances. Comme on habite à 400 mètres de la mer, c'était une bonne idée. Donc, fort de ses connaissances, de l'aide de mon beau-père aussi au départ, on s'est lancé dans ce qu'on appelle la diversification dans le milieu agricole, quoi, et on s'est diversifié dans l'accueil touristique à la ferme. Et il se trouve que ce gîte, on l'a loué très tôt à un comité d'entreprise, au comité d'entreprise de la Sécu de Tourcoing, qui nous l'a loué tous les dimanches de l'année d'avance. Alors ma femme, elle avait déjà loué à des amis, elle me dit, j'ai plus de gîte, je peux même plus jouer à la marchande. Donc elle a dit, il faut qu'on en fasse un deuxième. Ah oui, et c'est comme ça que... On en a fait un deuxième, dans un autre bâtiment qui est aussi... Et puis, finalement, un jour, on a dit... Au fil du temps. On devrait, comme tu veux vraiment t'impliquer là-dedans, on va prendre pour objectif de créer ton salaire sur la ferme avec une activité touristique plus dimensionnée. Et donc, on a aménagé 4 gîtes et un petit, on va dire 5 gîtes, dans les bâtiments d'exploitation. Qui sont répartis tout autour de façon à ce que les gens ne retrouvent pas la ville en vacances, quoi, qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. Hein, oui, c'est ça, oui. avec chacun leur petit jardin, leur zone verte, etc. Et comme on habite à 400 mètres de la mer, il y a beaucoup de balades à pied. C'est une activité qui marche bien et ma femme a réussi toute sa carrière à gérer ça, les réservations, les rénovations, l'accueil, à gérer ça toute sa vie, à gagner son argent, mais surtout ça a permis, c'est drôle, on s'en était pas rendu compte au départ, ça a permis de retaper toutes les parties de la ferme qui étaient vouées à être
inutilisée, donc probablement détruite un jour. Parce que vous savez, un bâtiment inutilisé, le toit il finit par passer à travers et là après, ben, il n'y a plus que la grue, quoi. Tandis que là, avec l'argent des gîtes, elle nous a reconstruit pratiquement toutes les toitures des vieilles parties de la ferme. Et aujourd'hui, on a une très belle ferme, très soignée, parce qu'on s'en occupe, hein, vu qu'on accueille. Et c'est maintenant mon fils, puisqu'on a cédé la ferme il y a 7 ans à notre fils, 7-8 ans. C'est maintenant lui qui gère ça. Mais comme sa femme travaille à Lille, ben ma femme continue de s'occuper des réservations. Elle est ici, hein, à Boulogne, puisqu'on est en retraite à Boulogne, à 20 km de la ferme. Elle ne s'occupe pas de l'accueil, ni physiquement de rien, mais elle s'occupe de toutes les réservations et elle fait tout en, comment on appelle ça aujourd'hui, par ordinateur en déplacé, quoi. Et donc c'est elle qui gère un peu toute la réservation, tous les problèmes, enfin bon, la relation avec les clients. Et quand le client arrive, c'est mon fils qui accueille et puis il passe ses vacances. Et... Ça reste dans la famille de l'âtre. Et c'est une belle activité. Moi je dis, on a été les premiers à le faire. Et pourquoi? Parce que vous savez, dans l'agriculture d'aujourd'hui, tout est dimension. Hein. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on pense, mais les fermes grossissent, elles se reprennent les unes les autres parce que la rentabilité est dans la dimension. Il y a beaucoup moins de jeunes aussi sur le marché, donc aujourd'hui on est à 3 paysans sur 100 Français, hein, et dans les 3, il y en a 2 qui sont vraiment agriculteurs, les autres sont peut-être conseillers techniques agricoles. Et donc il y a beaucoup moins d'agriculteurs, donc les fermes grossissent, et nous, on a un problème, on est adossé à la mer. On a 180 degrés derrière nous, c'est de l'eau. Donc on ne peut pas aller prospecter des nouveaux hectares dans l'eau, à moins d'être s'installer pêcheur. Et donc c'est la diversification qui devient une alternative à la dimension, quoi. Alors, pour nous, ça a été le tourisme, hein. D'autres font de la vente au détail de produits fermiers, des troisièmes, ils font... Mon fils, par exemple, aujourd'hui, il a planté avec un ami, ils ont planté un champ de 7000 m² de fleurs. Et les gens viennent cueillir, il y a une tirelire au milieu, une tirelire en béton qui pèse 1 tonne, hein, donc on ne peut pas emmener comme ça. Et les gens viennent cueillir les fleurs comme ils le veulent, et il y a un tarif exposé sur la tirelire, et ils mettent l'argent dans la tirelire. Bon, il y en a peut-être qui ne payent pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça marche bien. Voilà une autre forme de diversification. Et donc, nous avons... on reste des femmes, moi surtout. Je reste un paysan absolument indécrottable. J'ai qu'une passion, c'est de labourer bien droit, sans GPS, d'être... pas à l'ancienne, hein, pas du tout, mais d'être fier de mon métier. Mais autour de moi, mon fils et ma femme font fonctionner la... Enfin maintenant, moi j'y vais plus, hein, on est en retraite, mais mon fils il fait tourner la ferme, et ma femme elle fait tourner, on va dire, un peu les gîtes, et ma belle-fille aussi. Voilà, donc on a passé une carrière bien remplie, hein, parce qu'on a reconstruit la moitié de la ferme, mais bon, on est encore en forme tous les deux, bon, ça va. Merci beaucoup Jacques, cher ami et ami. Là, nous sommes à presque 2 heures, 1h41 de vidéo. On a prévu 30 minutes, hein, tu sais bien. Avec Bernard aussi, on a fait quelques vidéos comme ça, je vais rien couper. Je vais laisser tel qu'il est. Et puis, mais je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder jusqu'à la fin ou non. En tout cas, mon plaisir, c'est aussi a été accueilli chez toi. Et puis, tu nous as partagé ta passion et ta fierté d'être toujours agriculteur dans l'âme, même si ça fait, je crois, une dizaine d'années que vous êtes à la retraite. Et voilà, c'est des moments, beaucoup d'émotions, les amis. Et puis, moi, j'espère que j'aurai prochainement encore du temps, hein, de te revoir à travers notre ami en commun, Bernard, qui n'est pas très loin d'ici, là. Alors, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je demanderai aux gens sur les réseaux sociaux de traduire en vietnamien. Alors peut-être il y aura aussi d'autres langues, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que au lieu que ce soit moi qui traduis, je préfère une autre personne. C'est comme ça. Alors je ne sais pas si je trouverai quelqu'un.
Traduire, c'est-à-dire qu'on mettra en sous-titre. Voilà. Parce que ce sont des valeurs, être agriculteur et fier, ce sont des valeurs universelles. C'est voilà, la fierté de pouvoir nourrir les autres, etc. Et puis, à travers tout ça, c'est important d'entendre les gens comme Jacques et d'autres, hein, j'espère. Voilà, Jacques. Je vais te dire ce que je me suis dit la première fois où je suis allé en Guinée. Oui. On a traversé des taillis, enfin une zone non cultivée, puis on a fini par arriver sur une clôture qu'on a enjambée, on s'est retrouvé dans un champ de pommes de terre. Elles étaient hautes comme ça, elles faisaient 20 cm de haut, elles étaient magnifiques. Et là j'ai regardé, que j'avais un peu mon idée de l'Afrique, hein, j'ai regardé, je me suis dit, ben bon sang. Partout où on a une bonne semence, où on a un peu d'eau, et puis de la terre, et un paysan courageux, ben on sait faire. Les Guinéens, ils savent faire aussi bien que moi. Et j'ai vu chez eux des cultures aussi belles que les miennes, dans une terre cultivée depuis 10 générations. Magnifique, magnifique, magnifique cette comment on peut dire ça, générosité tout simplement. C'est l'ouverture d'esprit. C'est le constat. C'est le constat parce qu'il y a eu l'ouverture d'esprit et puis vous avez partagé sans avoir peu de quoi que ce soit. Puisque parfois c'est vrai que prendre les décisions, c'est pas toujours facile. Non, non. Surtout que tu étais à la tête d'une délégation importante au niveau départemental, etc. Donc soyez conscients que partager les semences, c'est comme si vous partagez les brevets. N'est-ce pas? Enfin, vous vendez, mais c'est quelque part, parce que on connaît bien le problème de contrefaçon et autres. Hein, donc là, j'en suis conscient que c'est vrai que vendre la semence, tu peux très bien vendre la première année, et puis l'année après, personne ne t'achète, et puis ils vont replanter le propre pomme de terre, quoi, sans que tu puisses faire quoi que ce soit. C'est le problème des brevets, hein, dans le monde aussi, tout ça. Hein, donc voilà. Et effectivement, il y a aussi les difficultés, mais aujourd'hui, cette collaboration-là avec la Guinée, ça fait 30 ans et ça dure avec une multiplication d'achats de semences de la part des Africains, et puis aujourd'hui, ils ont passé le stade d'exportation. C'est une collaboration extraordinaire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. J'invite les gens qui veulent y aller à Timbi Madina, hein, ça se situe dans le centre du Fouta Djallon, à 400 km au nord de Conakry. C'est vraiment c'est un endroit où vous serez accueillis, il y a une activité, il y a une population sympa, enfin c'est un bel endroit. Alors Jacques, je suis d'origine vietnamienne, et c'est vrai que j'ai pas vu, je ne me rappelle pas d'avoir vu beaucoup de pommes de terre au Vietnam. Et pourtant, dans certaines régions, particulièrement dans le centre du Vietnam, on a des patates douces, le manioc, et d'autres plantes encore, hein, mais bon, qui poussent bien dans cette terre sableuse et qui, voilà, hein, je pense, elle est même ingrédients qui permettent à une patate douce ou au manioc de pousser, donc ça pourrait convenir aux pommes de terre. Tout à fait. Alors pourquoi il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup, ou d'avoir pas mangé beaucoup de pommes de terre au Vietnam. Parce qu'il n'y a aucune habitude alimentaire sur la pomme de terre. Il suffit qu'il y ait un restaurant. Ah mais moi j'aime bien manger les soupes. À Nicolas, comme tu as dit, c'est la chair ferme pour faire les... Nous, les Vietnamiens, on mange beaucoup de soupe. Je vais te dire, comment les Guinéens... En Guinée, la pomme de terre était un produit, on va dire, confidentiel un peu, au départ. C'était un peu comme chez nous, l'avocat. Il y a 10 ans, on achetait un avocat pour le dimanche. Maintenant, tout est démocratisé à un point Mais... donc, en Guinée, la pomme de terre, c'était confidentiel. Quand la Fédération des paysans du Fouta, qui est l'organisme, la coopérative que j'ai en face de moi, là-bas, ils ont commencé à produire, au bout de 4-5 ans, ils ont commencé à produire 150-200 tonnes de pommes de terre. Le seul marché, dans un premier temps, c'était la ville de Conakry, la capitale. Et ils se sont dit, comment on va se faire connaître, parce que c'est bien de vouloir aller là-bas avec un camion ou 2 camions de pommes de terre, mais... si on n'a pas un revendeur, il y a des circuits. Alors, il y a les Libanais qui importaient les pommes de terre de Hollande, il y a des circuits commerciaux qui étaient établis et qui les empêchaient de rentrer, etc. Ils se sont dit, on va faire avec nos armes à nous. Pour faire notre place au nez à la barre de tout le monde, ils ont fabriqué une 50aine de panneaux
qu'ils ont accroché dans le dos de leurs gens d'agriculteurs. Hein. Et dessus, ils ont mis une grande affiche des deux côtés, marquée « La belle de Guinée est arrivée ». Et ils ont promené ces gens-là dans la ville de Conakry pendant 15 jours. Et tout le monde disait « Mais c'est quoi la belle de Guinée ?» Et là, ils avaient une autre affiche, une autre photo avec les pommes. La belle de Guinée, mais c'est la pomme de terre de Guinée. Elle arrive la semaine prochaine. Et la semaine ils ont suivante, inventé le nom de... Oui, avec des hommes sandwich. Oui, donc des paysans sandwich. Ils ont bien inventé cette variété qui s'appelle la belle de... Non. C'est de la Nicolas, mais eux, ils ont décidé de l'appeler la belle de Guinée. Ben oui, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde connaît la belle de Guinée. Alors, rappelez-vous, la variété des pommes de terre Nicolas permet de faire de très bonnes... c'était quoi déjà la soupe là, enfin comment ça s'appelle? Ah, de faire le potage. Non, en sauce quoi, des plats en sauce. Le ragoût. Le ragoût. Voilà, c'est ça. La belle de Guinée. Donc, amis vietnamiens et amis vietnamiennes, si je vais passer un petit message, hein, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je passe quand même le message en français au vietnamien. Donc, rappelez-vous, amis vietnamiens et amis vietnamiennes, si vous voulez planter faire pousser des pommes de terre au Vietnam, vous pouvez vous adresser à moi et puis moi je passe le message à Jacques. Các bạn Việt Nam, nếu mà các bạn muốn trồng khoai tây, có giống khoai tây, vì voilà, cái giống khoai tây đó thì các bạn xin liên lạc với mình để mà mình giới thiệu với lại Jacques. Voilà, la tradition vietnamienne. Ce que j'ai dit précédemment, pour avoir de la bonne semence de pommes de terre et autres conseils. Parce que moi je souhaiterais, moi je serais incapable de le faire, je ne suis pas du tout dans le métier. Mais je vois bien que le pomme de... Moi j'adore manger les pommes de terre et j'adore le faire le ragoût. Tu sais, les Vietnamiens aussi, ils ont le ragoût proche du bœuf bourguignon. Ah oui, d'accord, oui. Mais pas avec le vin, puisque le vin, ça se pousse pas là-bas. Et puis bon, c'est pas dans les gènes vietnamiens, mais le Vietnam commence à planter des cépages. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Pas très loin du sud. Enfin, toujours dans le sud, mais un petit peu vers un endroit d'une grande ville, où c'est un petit peu en montagne, où le climat est plus tempéré. Ça pourrait correspondre un petit peu en Bourgogne et autres, voilà, un petit peu comme ça. Et ça permet aux cépages de pousser. Mais c'est pas du même goût, hein, etc. Et moi, je me rappelle que j'aime beaucoup le ragoût avec les pommes de terre, avec les carottes et ça. Les carottes, oui, ça goûte. Mais les pommes de terre, j'en ai pas vu beaucoup au Vietnam. Donc, avis aux amis vietnamiens, vietnamiennes, si vous voulez exporter ou importer des pommes de terre pour une certaine variété au Vietnam, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis moi, ça me ferait vraiment un plaisir de passer le contact à Jacques, parce que je ne veux pas que tu sois contacté tout le temps, etc. Donc, et puis après, je te passe intégralement le contact pour que vous travaillez tout seul. Et voilà, c'est vraiment... c'est pas prévu. Cette histoire avec le Vietnam, hein, ça me fait penser là, comme ça. Et c'est vraiment un plaisir, parce que moi, c'est un plaisir d'entendre les gens qui ont cette générosité, comme Jacques, partager sans façon, sans modération. Hein? Quelques mots pour terminer cette vidéo, presque 2 heures. Jacques. Quelques mots? Oui, si tu veux bien. Avant de dire au revoir, avant de dire au revoir à nos amis, beaucoup sont des Vietnamiens. Et Vietnamiens, ouais. Hein, d'accord? Oui. Ben, j'ai eu la chance de passer derrière des gens, enfin mon père et ma mère qui étaient des gens exceptionnels. Oui. J'ai eu la chance de graviter dans un milieu, en dehors de mon métier qui est ma base à moi, hein, ça c'est mon secret à moi, ça, hein, c'est mon plaisir. Mais en dehors de ça, autour, j'ai gravité dans des endroits intelligents et je suis pas devenu un homme immensément riche, hein, même si aujourd'hui on est bien installé, mais mon père m'a toujours dit, Jacques, l'important
c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers. Il faut le comprendre, ça. Et encore faut-il savoir le porter. Parce que quelquefois, quand on porte l'intérêt général, on se fait pilonner par des gens qui voudraient qu'on défende plutôt des intérêts particuliers, il faut être clair. Donc j'ai toujours retenu cette maxime que l'important c'était l'intérêt général. Et bon, bah, je peux me retourner, mon sillage est à peu près droit. Je sais pas si tout le monde peut dire pareil. Pas grave, ça laisse de bonnes impressions et merci beaucoup voilà. Jacques Delattre. Merci. Une grande figure dans le département Pas-de-Calais pour tout ce qui est la semence de pommes de terre et autres légumes. Et tout ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir prochainement te revoir à travers notre ami Bernard pour pouvoir entendre l'autre confidence. Parce qu'on a passé de très bons moments hier soir chez Bernard et vraiment tes propos sont vraiment très fascinants pour moi et puis sincèrement merci pour avoir pris ce temps-là, 2 heures de partage pour nos amis sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de Vietnamiens qui vont voir, peut-être pas entièrement les 2 heures parce que c'est long, mais j'ai pas de limite. Je pense que on n'a pas de temps, mais il faut prendre le temps pour dire certaines choses quand même. Et c'est important de savoir de quoi on parle et tout ça, il faut du temps. On ne peut pas faire comme la pub en 30 secondes, ou même 5-10 minutes. Non, il faut prendre le temps. Oui, et puis de ta part, promouvoir des expériences comme ça, c'est aussi généreux. Hein, oui, c'est humain. Et moi, je crois beaucoup à l'humanité, les conditions humaines. Je crois beaucoup à la proximité humaine. Tout ça, c'est très important parce que, comme tu as très justement rappelé, que nourrir matériellement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que dans les pays modernes, plus on progresse, plus on risque d'oublier les choses qu'on pense peut-être ringards, se rencontrer. Et c'est vrai qu'à travers cette pandémie là, de la Covid, on voit bien que c'est important quand même, la proximité entre les gens. Voir les choses à travers Internet, etc. C'est pas suffisant. Rester cloîtré chez soi, c'est pas... Il faut se rencontrer. Hein, il faut se rencontrer, et puis voilà. La nature nous essaie de nous rappeler que naturellement, il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les gens vivent ensemble, en groupe, en troupe, si on veut, et on a besoin de ce contact, on a besoin de enlever le masque, on a besoin de s'embrasser, on a besoin de serrer les mains, on a besoin de se voir. Rien que de se voir déjà, moi j'en parle à peine que le déconfinement, rien que ça, c'était une grande joie pour tout le monde, n'est-ce pas? Bon, je suis bavard, mais j'essaie de ne pas être bavard. Merci beaucoup, cher ami, hein, Jacques, merci beaucoup. Merci, merci. Et à la prochaine. Allez, je vais 2 heures.